bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire sur la prévention des infections associées aux soins en établissement de santé. Webinaire qui se substitue à notre réunion usuelle que l'on fait à Xavier Arnozan pour l'ensemble des hygiénistes des établissements de santé de Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous le savez bien, on ne peut pas se réunir physiquement malheureusement. Donc, on a décidé de substituer cette réunion par ce webinaire qu'on a réduit en temps également. L'objectif avec les équipes, c'est de pouvoir aborder deux grandes thématiques. Donc, on s'est mis d'accord avec nos collègues de Poitiers, Limoges, Bordeaux et l'ensemble des collègues du CEPIAS qui sont pour la plupart présents à cette session de webinaire, d'aborder deux grandes thématiques. Une thématique sur les missions nationales, en tout cas les missions nationales qui sont copilotées par le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, donc la mission SPARES sur la surveillance et la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques dans les établissements de santé. Et puis la mission nationale Matisse, donc c'est successivement Catherine Dumartin et Anne-Gaëlle Bonnier qui nous feront un point sur un bilan et puis les perspectives pour ces deux missions nationales. Et puis la deuxième thématique qu'on a souhaité identifier aujourd'hui porte sur le signalement des infections associées aux soins et évidemment le contexte épidémique qui est associé, puisque beaucoup de ces signaux ont trait à la Covid. Donc, ça nous permettra d'aborder la gestion de l'épidémie de SARS-CoV-2 et surtout de ménager un temps de questions-réponses relativement long pour pouvoir aborder les aspects pratiques de la prise en charge de ces épidémies et d'échanger sur les sujets que vous souhaitez concernant cette épidémie. Donc, voilà un petit peu pour la trame globale de ce webinaire. Concernant les aspects d'organisation, on vous remercie de fermer vos caméras et vos micros pour éviter de parasiter l'allocution des intervenants et leur présentation. Vous pouvez par contre poser des questions par chat pendant les interventions si vous le souhaitez. On les reprendra à l'issue de chacune des interventions pour permettre aussi bien à Catherine Dumartin et à Anne-Gaëlle Bonnier d'y répondre. Et puis n'hésitez pas donc à le faire pendant les interventions, on les reprendra ensuite. Et puis cette présentation est enregistrée, donc elle pourra être regardée par des professionnels qui n'étaient éventuellement pas présents aujourd'hui. Elle pourra être regardée a posteriori, donc vous pourrez vous en faire l'écho auprès de vos collègues qui n'auraient pas pu y assister aujourd'hui. Donc voilà, je remercie toute l'équipe d'être présente et de co-animer cette session de webinaire. J'ai tout de suite passé la parole à Catherine Dumartin concernant la mission nationale SPARES. Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, est-ce que tout le monde entend bien? Parce que j'ai reçu un message d'une participante qui n'avait pas de son, donc je ne sais pas si c'est lié à sa disposition de son ou si c'est général. Voilà, donc j'espère que tout le monde va entendre. Vous voyez bien mon diaporama à l'écran là? Oui? On voit ton diaporama, Catherine. On t'entend bien. Si les micros, enfin si l'audio est bien ouvert sur l'ensemble des ordinateurs, parce que parfois le problème de son est lié à ça. Je crois qu'on t'entend bien. Bien, merci et ravie de prendre la parole à cette journée des hygiénistes de Nouvelle-Aquitaine, puisque je fais partie du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, même si maintenant mon temps est consacré essentiellement aux missions nationales, et notamment la mission nationale SPARES. Donc cette présentation des résultats de la mission nationale et de quelques perspectives, je la fais bien évidemment au nom de toute l'équipe SPARES. Donc équipe qui est répartie sur 3 sites, comme vous le savez sans doute, avec pour l'équipe du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, le site de Bordeaux et le site de Limoges pour l'expertise microbiologique. Et nous travaillons en collaboration avec l'équipe de Nancy. Donc la mission SPARES a 3 objectifs principaux que vous connaissez, c'est développer la surveillance de la résistance aux antibiotiques et de la consommation d'antibiotiques, proposer des outils, des méthodes d'évaluation de la prévention de la transmission croisée et développer des animations, des actions d'animation et de communication. Donc je vais vous présenter dans cet ordre-là les différentes actions de la mission SPARES.
Alors, ce que vous connaissez le mieux, c'est bien sûr la surveillance de la consommation d'antibiotiques et des résistances bactériennes. Donc, cette surveillance a été proposée en 2019, comme les années précédentes, mais c'était la première année de fonctionnement à plein régime, on va dire, de la mission. Donc, sur 2019, on a eu une participation très importante sur le volet consommation antibiotique, couvrant, vous voyez, près de 80% des journées d'hospitalisation réalisées en 2019 en France. Et sur les résistances bactériennes, un peu moins. Comme vous le savez, c'est un nouveau module qui est beaucoup plus compliqué que l'ancienne surveillance BMR, qui était ciblée sur des bactéries multirésistantes, alors que là, on a d'autres résistances bactériennes qui sont visées. Donc, comme vous le constatez, je n'ai pas changé les chiffres, j'ai oublié. On couvre là 50% des 49%, je me suis trompée, des JH. Les résultats de cette surveillance 2019 ont été diffusés de façon partielle à l'occasion de la journée de bon usage des antibiotiques la semaine dernière, ainsi que ça se tient maintenant, comme vous le savez, en même temps que la semaine mondiale OMS de sensibilisation au bon usage des antibiotiques. Donc, un document de synthèse qui a été diffusé sur le site de SPF et des infographies que vous pouvez retrouver aussi sur le site de la mission SPARES. Les résultats complets seront diffusés début 2021. Alors, pour rentrer dans le détail sur la consommation des antibiotiques, donc sur les plus de 1700 établissements, une consommation d'antibiotiques à 285 DDJ pour 1000 JH. Donc, on va le voir tout à l'heure, légèrement plus faible que l'année précédente, avec toujours notre top 3 d'antibiotiques consommés avec l'amoxicilline acide clavulanique, l'amoxicilline seule et la ceftriaxone. Comme vous le savez, les consommations varient en quantité et en qualité selon le secteur d'activité clinique et donc selon le type d'établissement. En termes d'évolution, comme vous le voyez sur ce graphique, depuis 2015, depuis 2016, on a une diminution régulière de la consommation globale d'antibiotiques, même si sur la dernière année, vous voyez, ça reste relativement faible, on pourrait parler de stabilisation. Et en Nouvelle-Aquitaine, eh bien, voilà, on est plutôt sur une stabilisation avec pour 2019 on ne peut pas appeler ça une remontée à 2 DDJ, on va parler de stabilisation comme au niveau national. Cette stabilisation, c'est variable en fait, ça résulte de certaines baisses de consommation d'antibiotiques et des hausses. Les bonnes nouvelles, c'est que la consommation d'amoxiclave diminue depuis 2019, donc sur les 8 dernières années, alors que celle d'amoxicilline augmente, ce qui reflète un switch plutôt favorable. On a une progression des céphalosporines de 3e génération et des carbapénem, mais vous le verrez sur les diapositives suivantes, c'était une progression qui était surtout en début de période et maintenant on a tendance à diminuer. Et on observe surtout une diminution des fluoroquinolones, ça touche la ville et l'hôpital et c'est lié aux recommandations d'usage de ces produits limités. Donc, pour voir un peu plus précisément ce qui se passe au niveau de ces évolutions, eh bien, on a une progression des consommations de piperacilline tazobactam, alors que pour les C3G en global, on a une tendance à la stabilisation qui résulte d'une baisse de ceftriaxone et d'une progression du céfotaxime. Donc, vous avez sur la ligne en dessous la valeur en Nouvelle-Aquitaine en 2019 par rapport à la valeur nationale. Donc, on est à peu près comparable, sauf pour la part entre ceftriaxone et céfotaxime, où en Nouvelle-Aquitaine, on utilise un peu plus de ceftriaxone et un peu moins de céfotaxime qu'au niveau national. On utilise un peu moins de carbapénem aussi, on va y revenir dans le détail. Donc, carbapénem et C3G, vous le voyez, avec une progression début de période et une tendance à la stabilisation depuis 2015-2016.
Pour les carbapenem, donc stabilisation globale, et là encore, une évolution différente pour l'imipenem, dont la consommation diminue, au profit du méropenem, dont la consommation progresse, avec en Nouvelle-Aquitaine une consommation légèrement plus élevée de méropenem et plus faible d'imipenem, ce qui fait qu'on est en dessous de la moyenne nationale. Une autre famille d'antibiotiques intéressante à suivre, les antistaphylocoques résistants à la méticilline. Donc, comme vous vous en doutez, une diminution de l'utilisation des glycopeptides ces dernières années au profit des nouveaux antistaphylocoques résistants, l'inésolide daptomycine surtout, avec une particularité de Nouvelle-Aquitaine où on utilise moins de glycopeptides qu'au national et beaucoup plus de ces nouveaux anti-SARM. Pour trouver la situation de la Nouvelle-Aquitaine par rapport à la situation nationale, vous savez sans doute que Santé publique France a un site qui s'appelle Géode, qui comporte tout un tas de données régionales sur tout un tas d'indicateurs en santé, dont la résistance bactérienne et la consommation d'antibiotiques. Donc on peut voir pour certains indicateurs sur ce type de carte aussi la position de la Nouvelle-Aquitaine par rapport à l'ensemble du territoire, avec les valeurs, là comparant la valeur en Nouvelle-Aquitaine par rapport à la France. Et pour la Nouvelle-Aquitaine, ce sont des chiffres qui sont très solides, puisque la participation en Nouvelle-Aquitaine, ça représente 95% des lits de Nouvelle-Aquitaine et 100% des lits de court séjour. Donc on a vraiment une bonne représentation de la Nouvelle-Aquitaine. Sur les fluoroquinolones et consommation globale, vous voyez, on se trouve à peu près comme au niveau national, légèrement au-dessus de la médiane. De même que pour les céphalosporines de 3e génération, où on est comparable à la moyenne nationale. Et pour les carbapenem, comme vous le voyez, alors ici, c'est une carte qui représente la consommation limitée au court séjour, puisque les carbapenem sont essentiellement consommés en court séjour. Et sur ce sous-groupe des courts séjours, eh bien, on est comparable au niveau national. Donc, en synthèse sur cette consommation antibiotique, on a des évolutions contrastées avec des évolutions plutôt positives sur la consommation globale, les fluoroquinolones et certains d'autres antibiotiques critiques comme l'amoxiclave, les carbapenem. Pour les céphalosporines, c'est plutôt encourageant avec une tendance à la stabilisation depuis 2 ans. Là, depuis 2017, on n'a plus de progression, donc à confirmer. Et puis des évolutions à suivre, à surveiller, avec la progression des antibiotiques, des nouveaux antibiotiques antistaphylocoques, et puis la progression de l'association Pipertazobactam. Autre volet de la surveillance des résistances bactériennes. Donc pour l'instant, pour les données 2019, nous avons focalisé sur les BMR classiques, dont SARM, EBLSE. Je vais vous présenter quelques données. Donc avec cette nouvelle méthode de surveillance qui porte sur l'année, contrairement à BMR raisin qui portait sur 3 mois, on a un pourcentage de SARM au sein de l'espèce qui est autour de 15%. Donc qui continue à diminuer un peu, mais un peu moins que précédemment. Et puis une incidence des SARM qui tend à rester globale là, sur les 2 années de suivi qu'on a dans la surveillance PARES, avec un nombre d'établissements et un nombre de souches qui a doublé entre 2018 et 2019. Donc on a plutôt une tendance à la stabilisation du staphylocoque doré. Pour les EBLSE, eh bien, ce qu'on observait déjà avec BMR raisin, c'est-à-dire une diminution de l'incidence des entérobactéries produisant une BLSE, on le retrouve bien sûr avec la surveillance PARES, avec entre 2018 et 2019 un pourcentage de BLSE au sein de toutes les entérobactéries qui est plutôt en baisse ou plutôt stable, et une incidence par secteur d'activité qui est plutôt stable et avec des chiffres qui sont plus faibles que ceux qui étaient observés dans BMR raisin. Mais on n'est pas sur la même période de surveillance, avec des secteurs d'activité clinique, toujours comme la réanimation, comme pour le SARM, qui sont les plus touchés, bien évidemment.
Sur les EBLSE, ce qui est intéressant de voir quand même sur les 2 années de recul de SPARES, c'est une progression d'entérobactères cloaqués, du complexe entérobactère cloaqué au sein des EBLSE, et une légère diminution des Escherichia coli. Donc là aussi, ça confirme des tendances qui étaient déjà observées via BMR raisin. Et puis, selon l'espèce d'entérobactérie, vous voyez, le pourcentage de BLSE au sein de l'espèce est très différent. La surveillance SPARES permet de suivre aussi d'autres résistances que le SARM et BLSE, et notamment on peut suivre les carbapénémases, donc entérobactéries productrices de carbapénémases isolées de prélèvements à visée diagnostique et non pas de dépistage. Donc, on reste en France sur des densités d'incidence faibles, un nombre de souches pour 1000 JH qui reste faible, heureusement, avec une répartition selon les espèces où on voit aussi progresser le complexe entérobactère cloaqué aux dépens de Klebsiella pneumoniae, par exemple, qui était plus fréquente auparavant. Pour les résistances bactériennes, de même que pour les consommations d'antibiotiques, vous pouvez retrouver des chiffres régionaux pour certains indicateurs, comme ici pour le SARM, l'incidence du SARM en 2019, où ce n'est pas une surprise, ce n'est pas en changeant de surveillance qu'on change de position. La Nouvelle-Aquitaine reste avec une incidence du SARM bien plus élevée que la moyenne nationale. Ça, c'est un phénomène qui est observé depuis les années 2000. On diminue en Nouvelle-Aquitaine, mais on a toujours moins diminué, et comme on partait de plus haut, eh bien, on reste avec des chiffres plus élevés. En revanche, pour l'incidence des EBLSE, qu'il s'agisse d'Escherichia coli ici ou de Klebsiella pneumoniae sur la prochaine diapositive, vous voyez qu'on est un peu en dessous de la moyenne nationale. Donc ça aussi, c'est une tendance qui est ancienne, on va dire. Voilà, donc en synthèse, pour la résistance bactérienne, on continue à diminuer le SARM, mais un peu moins qu'auparavant, et on reste sur des chiffres élevés en Nouvelle-Aquitaine. Et les EBLSE continuent leur réduction, ce qui est plutôt bon signe, puisque ça montre que tous les efforts qui ont été faits depuis de nombreuses années portent leurs fruits. Autre volet de la mission SPARES, la partie prévention. Donc, comme vous le savez, vous avez reçu une information en octobre et en novembre. Il y a un audit sur la prévention de la transmission des BHRE qui est proposé par la mission SPARES. C'est un audit qui s'appelle EVA-BHRE, qui a pour objectif de faire une évaluation rapide du niveau de maîtrise de transmission des BHRE dans les établissements qui ont hospitalisé un patient porteur de BHRE dans les 6 mois précédents. C'est vrai que cette année n'est pas très favorable au BHRE parce qu'on a eu d'autres préoccupations, mais voilà. Donc l'objectif de cet audit, c'est aussi de pouvoir, à partir de cette évaluation, proposer des axes d'amélioration adaptés à la situation locale et harmonisés avec les dernières recommandations de 2019. Donc, vous pouvez trouver toutes les informations sur cet audit sur le site du CEPIAS Grand Est, qui abrite les pages de la mission SPARES. Si vous souhaitez y participer, vous avez jusqu'au 31 janvier pour y participer et renvoyer vos données. Mais bien sûr, au-delà du 31 janvier, l'application restera accessible si vous souhaitez le faire en interne. Pour l'instant, il y a 5 établissements en Nouvelle-Aquitaine qui ont engagé cet audit. Donc, je ne vais pas détailler la réalisation de l'audit, mais vous pouvez tout trouver dans la méthodologie. Il y a des observations à faire, des fiches services, une fiche structure. Ce sont des éléments de traçabilité qui vont être relevés et en fonction des observations et de la traçabilité relevée, il y a un diagnostic qui est réalisé qui permet de classer selon les items en bas niveau de maîtrise, maîtrise modérée ou haut niveau de maîtrise, ce qui permet par la suite de proposer des axes d'amélioration en fonction des items à améliorer. Donc, je vous engage
à aller lire la méthodologie et à voir si vous pouvez y participer. Il y a des éléments sur la restitution au service, le choix des actions prioritaires avec les services concernés pour pouvoir progresser. Au-delà de cet audit, pour les établissements qui le réaliseront, il sera proposé également une mesure d'impact pour mesurer à distance de la mise en œuvre des actions correctives l'efficacité pratique. Dernier volet de la mission SPARES, animation, communication. Eh bien, cette communication se fait à travers nos sites internet, donc les pages SPARES, le site Club Consores, qui est le site de l'outil utilisé pour les surveillances. On communique aussi à travers le REPIAS que va présenter Anne-Gaëlle ensuite. Donc, différentes communications tout au long de l'année. Par exemple, en juin, on a communiqué sur la parution de l'instruction de mai, du 15 mai sur l'organisation sous la responsabilité de l'ARS. Nous communiquons aussi à l'occasion de la semaine bon usage des antibiotiques, donc entre le 18 novembre et le 24 novembre. Nous participons à une brochure One Health, donc, qui comporte des données concernant la médecine humaine, médecine animale et l'environnement et qui est coordonnée par Santé publique France. Et puis, nous participons à la mise à jour aussi des pages Internet sur le site du REPIAS et autres. Et puis, nous faisons de magnifiques infographies. Donc, je dis magnifiques parce que c'est sous l'égide du CPS Nouvelle-Aquitaine avec Elisabeth Souza qui a contribué à de magnifiques infographies. Enfin, la communication, nous travaillons en étroite collaboration avec Mathis pour alimenter la base documentaire et notamment sur toute la partie antibiorésistance. Voilà, donc ça, vous connaissez cette surveillance. En termes de perspective, eh bien pour les surveillances, il nous est demandé, et c'est utile aussi pour les établissements, d'avoir des nouveaux indicateurs plus facile à utiliser que ce que je vous ai montré, consommation globale, consommation par famille, etc. Donc sans doute on va s'orienter vers des indicateurs part d'antibiotiques à large spectre ou des indicateurs ciblant à l'inverse des antibiotiques de première intention et de la même façon de travailler sur des indicateurs de résistance bactérienne. Ces travaux se font bien évidemment en lien avec les groupes nationaux du ministère ou de SPF qui travaillent sur ces indicateurs. Et nous allons travailler aussi dans les années qui viennent à améliorer les outils de surveillance, notamment le fonctionnement de l'outil Consores. En matière de prévention, eh bien, on est aussi à l'écoute des CPIAS et puis de vous pour savoir quelles seraient vos priorités en matière de prévention. Pour 2021, nous réfléchissons à une évaluation en lien avec la qualité de vie des patients porteurs de bactéries multirésistantes. Et puis, comme on est en Nouvelle-Aquitaine, à ne pas oublier que aussi le site du CPIAS Nouvelle-Aquitaine comporte de nombreux outils régionaux en matière d'antibiorésistance. Par exemple, la fiche élaborée l'année dernière en lien avec l'ARS et un ensemble d'organisations. Donc, ce site mis à jour avec tout un tas d'outils. Et puis pour terminer complètement, vous avez peut-être noté derrière moi le magnifique logo qui représente deux cœurs inversés ou deux gélules, qui est un logo proposé par un consortium européen de recherche qui est coordonné par la France, par Marie-Cécile Plot à Limoges. Et donc on s'est mobilisé, toute l'équipe du CPIAS Nouvelle-Aquitaine, pour montrer ce logo lors de la dernière semaine antibiotique. Merci à tous et donc je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Catherine. Il y a eu un petit message concernant les supports de présentation. Vous les aurez bien évidemment avec la vidéo, vous aurez les supports qui ont été utilisés par les différents intervenants au cours de la journée. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a une question pour le moment concernant donc le suivi de la consommation des antibiotiques pour les HAD. Est-ce qu'il y a du nouveau? Est-ce que c'est toujours non concerné? C'est compliqué parce qu'il faut la rapporter à des journées, il faut une consommation d'antibiotiques ou alors il faudrait rapporter à des patients. On n'a pas trouvé le bon indicateur là-dessus. Peut-être que pour l'utilisation des antibiotiques en HAD, il vaut mieux faire de la qualité de la prescription
et s'intéresser à chaque prescription. Parce que c'est vrai que quand on a une consommation d'antibiotiques, on a montré les autres années les étapes. Une fois qu'on a la consommation, il faut chercher à voir pourquoi on est au-dessus ou en dessous des autres, et donc aller plus loin sur les indications de prescription. Donc il me semble qu'en HAD, le volume de prescription permet de faire plus de la qualité et de vérifier à chaque prescription si on est conforme au référentiel ou pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais en profiter, puisqu'on était sur le bon usage des antibiotiques et la prévention des résistances bactériennes, pour vous préciser qu'on a déjà programmé la journée que l'on fait habituellement au mois de juin. Et donc, elle aura lieu le mardi 22 juin 2021. J'espère que ce sera en présentiel. Ça sera bon signe, ça veut dire qu'on sera peut-être tous vaccinés à cette période-là. Mais la date est déjà bloquée, donc au pire, ça sera en webinaire, je l'imagine, mais sinon, j'espère que ça pourra se faire comme d'habitude à Xavier Arnozan. Catherine, merci. Ouais, peut-être un point que je n'ai pas signalé. Vas-y. Un point que je n'ai pas signalé, c'est vrai que le Santé publique France nous a demandé d'étendre la surveillance au secteur EHPAD des établissements de santé, qui jusqu'à présent n'étaient pas concernés. Donc, on rapporte la consommation en EHPAD à des journées d'hébergement, puisque là, on a un indicateur qui est le même pour tout le monde. Mais on est sur des niveaux de consommation qui sont très faibles, qui sont de l'ordre de 37-38 DDJ pour 1000 IH, avec essentiellement de l'amoxicilline et acide clavulanique, encore plus que dans les établissements de santé. Donc, on se rend compte que ce n'est pas très très fin comme type de surveillance par rapport à une surveillance plus qualitative. C'est pour ça que voilà, faudrait effectivement développer avec les HAD plutôt un outil d'évaluation de la pertinence plutôt que des consommations. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais passer la parole tout de suite à Anne-Gaëlle concernant la mission Matisse. Je vais te désigner comme présentatrice, comme ça tu vas pouvoir partager ton écran, Anne-Gaëlle. Je pense que c'est bon là. Merci beaucoup. Je vais le mettre en diaporama. Enfin, si ça fonctionne, impeccable. Donc, moi, je ne vais pas vous parler spécifiquement de la mission Matisse, mais je vais vous parler du nouveau-né Matisse, qui est la boîte à outils péril fécal qui avait été annoncée. Et donc, je vais vous la présenter. Alors, petite manip. Voilà. Donc, un petit rappel juste, vous savez, Matisse est une mission de soutien aux actions de prévention qui doit mettre à disposition des outils pour aider les professionnels de la prévention et les professionnels de santé. Donc, avec un programme 2019-2023 sur l'hygiène des mains, vous avez pu voir sortir la box hygiène des mains l'année dernière. Donc, prévu pour cette année une boîte à outils péril fécal et pour l'année prochaine, fin 2021, une boîte à outils prévention des infections respiratoires. Avec ça, on aura un triptyque pour vraiment faire face à quasiment toutes les pathologies transmissibles. Vous le savez aussi, Matisse assure une veille scientifique et documentaire. Je pense que maintenant, le site préventioninfection.fr est connu par vous et j'espère que vous allez y trouver l'essentiel des informations que vous cherchez. Donc, le public cible, on en a parlé. Je vais passer. Si le diapo veut bien passer. Allez. Voilà. Alors, comment a-t-on créé cette boîte à outils dans l'équipe? Eh bien, comme toujours, j'ai envie de dire pour les boîtes à outils, d'abord une revue de la littérature sur la thématique, une recherche de ce qu'on appelle les données probantes, c'est-à-dire vraiment les expériences qui ont montré une efficacité prouvée. Nous avons cherché tous les outils existants pour ne pas être redondants avec ce qui existait déjà. Également, nous avons réalisé un brainstorming
réflexion, un échange avec tous les CEPIAS, Primo et Stares bien entendu. Une enquête auprès des équipes opérationnelles d'hygiène a été menée au congrès de la Société française l'année d'avant, et des entretiens semi-dirigés ainsi que des focus group ont été réalisés par la psychologue clinicienne de Matisse. Tous ces éléments-là ont permis d'élaborer le squelette de la boîte à outils, et donc elle a été créée entre 2019 et 2020 par l'équipe Matisse. Donc je vous rappelle, l'équipe Matisse, c'est une partie de l'équipe du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, j'ai envie de dire tout le CEPIAS Nouvelle-Aquitaine, parce qu'en fait chacun apporte son appui et son aide, et également le CEPIAS Île de Guadeloupe, mais donc une association avec d'autres CEPIAS dont vous avez la liste ici. Donc péril fécal, c'est quoi? C'est le risque de contamination par des micro-organismes qui sont présents dans les selles et qui sont responsables d'infections ou qui sont résistants aux antibiotiques, on en a parlé juste avant. Donc ce péril fécal, vous le savez tous, hein, je prêche des convaincus, il existe au quotidien, on doit l'éviter, mais finalement, en faisant les entretiens semi-dirigés, on s'est aperçu qu'il était assez mal appréhendé par les professionnels de santé et par les usagers. Le plus souvent, les gens voient une partie du péril fécal, c'est un peu comme un puzzle dont on n'aurait qu'une pièce chacun. Donc, cette boîte à outils est vraiment une boîte à outils de sensibilisation, de remise à plat des connaissances, et elle contient un outil d'évaluation, un outil de formation et des outils de communication. Donc vous pouvez les utiliser séparément, mais vous pouvez aussi les utiliser ensemble pour plus d'efficacité. Il n'y a pas d'injonction à les utiliser sur une période donnée, vous pouvez les utiliser à tout moment quand vous, ça vous arrange, ou quand ça vous paraît pertinent. Donc, le premier outil d'évaluation s'appelle GEX Simulator. Donc, c'est un petit outil médico-économique en ligne, extrêmement simple, mais extrêmement efficace. Il permet d'évaluer le coût journalier personnalisé de différentes stratégies. Donc, vous permet de voir la stratégie laveur, broyeur, usage unique, lavage manuel dans votre établissement pour voir un petit peu ce que ça coûte de gérer les excrétas des patients ou des résidents. Ça vous aide à définir la stratégie la plus adaptée à votre structure. Le principe, c'est que vous allez saisir vos données dans un outil en ligne et en une fois, et ça vous éditera un poster de résultats. Donc, sur la page boîte à outils péril fécal du site du REPIAS, vous pouvez arriver donc sur cet outil avec un tutoriel de prise en main, une grille de recueil papier si vous voulez écrire dans cette grille, et vous accédez à l'application. Donc, deux possibilités d'évaluer le coût, soit un coût journalier en fonction du nombre de dispositifs utilisés, soit un coût journalier en fonction du nombre de patients ou résidents, et vous intégrerez dans ce cas-là la typologie de vos patients résidents, est-ce qu'ils sont autonomes ou pas, continents ou pas, etc. Alors, petit exemple, voici ce qu'on obtient à la fin du poster quand on a décidé de faire une évaluation en euros par jour pour 6 patients résidents. Et vous voyez, ça c'est une simulation d'un établissement. Voilà combien ça les coûterait pour 6 patients résidents en euros par jour dans la stratégie laveur-désinfecteur. Là, c'est plutôt 5,79 € pour les sacs protecteurs, 10 € pour la stratégie broyeur. Alors, le groupe a volontairement intégré la stratégie procédure manuelle qui n'est pas recommandée, c'est pour ça qu'elle apparaît en orange. Alors, je suis désolée, il y a le CHU qui me dit qu'il veut redémarrer mon écran. Voilà. Et donc, on voit que c'est toujours la procédure la plus chère. Et bien sûr, elle n'est pas recommandée, la procédure manuelle, par rapport à tous les risques de transmission que vous connaissez bien. En fait, les diapos de Stéphanie sont très, très chargées et très, très en texte. Et je rejoins mais totalement Benjamin sur le fait que c'est très pro, c'est passionnant parce qu'elle met vraiment, enfin voilà. J'entends quelqu'un qui parle. Il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Merci de l'éteindre, s'il vous plaît. Je pensais que c'était une question directement, mais non. Et donc ça, c'est un autre exemple en coût pour 25 dispositifs. Et vous voyez donc en fonction de la stratégie, le coût que ça peut vous faire. C'est ça. Il y a des clusters centraux, en fait. Et puis après, il y a des clusters qui sont plus des clusters de méthodes ou de... Alors moi, j'entends quelqu'un qui parle, c'est pas vous. On est pas invité par des micros qui sont restés ouverts. Ici, vous voyez qu'il y en a un qui est la santé du cerveau. Est-ce que tu crois que tu peux couper tous les micros, Christophe, de ton côté? L'idée par Christophe, ces clusters, ils ne viennent pas de rien, hein, ils viennent des recommandations du Scientific Advisory Board et de ce qui avait donné la retraite qu'on avait pu faire. 5 minutes, continuer vu qu'on entend quelqu'un qui parle et qu'on enregistre. On pourra couper
On pourra couper cette séquence quand on vous enverra la vidéo, mais là, c'est un peu compliqué si on vous entend parler. Sur le vieillissement et l'adaptation. Tous les Un vidéos sur sont les coupées. maladies infectieuses et puis un Je sais sur pas d'où ça les vient. problèmes sociaux de la santé. On ne sait pas d'où ça vient? Bon, ben, mille excuses. Hein. C'est pas que le vieillissement cérébral, hein, le premier, puisqu'il y a la santé des jeunes dedans. C'est vraiment la santé Tout à fait. Ouais, tout à fait. neurologique à tous les âges de la vie, on va dire plutôt. Bon, du coup, je continue. Hein. Tant pis, je suis désolée, il va falloir que je parle plus fort pour que vous m'entendiez. Donc, il faut savoir que cet outil est donc accompagné d'une méthodologie et aussi de vidéos de présentation de Les autres l'outil. clusters qui sont autour, comme vous voyez, Vous avez également au au niveau, donc ça c'était le côté évaluation, et pour côté formation, vous avez une e-formation, un e-learning en 4 sections. Donc vous voyez le périphérical, qu'est-ce que c'est, comment se protéger et protéger les autres, périphérical, tous concernés, prévenir le périphérical, c'est co-efficace. Et à chaque fois, ces modules sont divisés en 3 parties, une première partie cognitive, ensuite une vidéo de synthèse qui vous remet un peu à plat les points clés, et un quiz noté sur 5. Donc, si l'apprenant a 4 sur 5 ou plus au quiz, il va passer à la section suivante. S'il a 18 sur 20 ou plus au total, donc de tous les quiz, bien là, merci beaucoup. Donc là, c'est plus calme. Merci beaucoup. Donc, je reprends pour ceux qui n'avaient peut-être pas entendu. Donc, module, outil de formation, un e-learning en 4 modules qui permettent de vraiment faire le tour d'horizon du péril fécal, avec le premier péril fécal, qu'est-ce que c'est, le deuxième, comment se protéger, protéger les autres, le troisième, péril fécal, tous concernés, et enfin le quatrième, prévenir le péril fécal, c'est co-efficace, avec à chaque fois donc 3 éléments dans chaque module, un module cognitif, une vidéo de synthèse et un quiz noté sur 5. Si vous avez 4 sur 5 ou plus au quiz, vous pouvez passer à la section suivante, au module suivant, et si au total vous avez eu 18 sur 20 au cours entier, et bien là, vous aurez droit à un diplôme nominatif en PDF. Donc, ce e-learning, vous le trouvez sur le site du REPIAS, rubrique formation, plateforme de e-formation. Donc, ça ressemble à ça quand on se connecte avec les différentes sections et le diplôme que vous pouvez ensuite télécharger. Donc, je vous ai dit, la box, un outil d'évaluation, outil de formation et des outils de communication, de sensibilisation. Le premier, il a été finalement défini suite aux résultats de la première box hygiène respiratoire. On s'est aperçu que les patients étaient seulement un tiers à avoir reçu une information sur l'hygiène des mains que eux, ils pouvaient faire quand ils étaient hospitalisés, ou même pour les résidents, l'hygiène des mains que eux pouvaient faire au quotidien dans leur EHPAD ou dans leur établissement médico-social. Donc, une plaquette à destination des patients, très simple, un petit triptyque que vous pouvez imprimer au format A4. Vous avez une méthodologie qui vous explique un peu comment l'utiliser, mais le principe est, on va dire, très simplissime. Vous la déposez sur la table de nuit du patient résident, vous le laissez se l'approprier. Pour avoir encore plus d'efficacité, c'est très bien de pouvoir échanger avec lui sur cette plaquette, mais ce n'est pas nécessaire parce que dans le test pilote, pour voir un petit peu si ça fonctionnait et ensuite améliorer vraiment la plaquette au maximum, on s'est aperçu que 40% des patients à qui on avait juste déposé la plaquette avaient modifié leur pratique d'hygiène des mains. Et donc, on les enjoint à faire une hygiène des mains en regagnant leur chambre, après être allé aux toilettes et avant de manger. Vous voyez, c'est très simple, mais finalement, ça marche. Également, communication, sensibilisation, des petites vidéos. Celles-ci reprennent les points clés du e-learning. On vous laissera les regarder. Il y en a un certain nombre. Mention spéciale pour la création de l'équipe. Ensuite, nouveauté, une campagne de communication, de sensibilisation à la transmission des micro-organismes fécaux. C'est la campagne fluo. Donc, cette campagne, elle a pour objectif de sensibiliser vos professionnels de façon rapide et très ludique. Le principe, c'est qu'on met de la fluorescéine qui va représenter les micro-organismes fécaux. Et donc, il y a 3 interventions possibles. Soit on décide
sensibiliser par rapport à l'entretien de l'environnement. Donc, il y a toute une méthodologie qui vous explique où placer des points de fluorescéine. Vous laissez faire l'entretien et vous revenez avec votre lampe à UV pour voir si cette fluorescéine a disparu ou a été bougée. Et ça permet comme ça d'échanger avec l'équipe. Donc là, sur la page de la boîte à outils, vous allez avoir les différentes plaquettes, la méthodologie, également une application. Donc, je vous l'ai dit, il y a 3 types d'interventions. L'intervention environnement, je viens de vous en parler. Il y a également l'intervention toilette au lit. C'est-à-dire que quand le professionnel a terminé la toilette, on met un peu de fluorescine sur le gant et dans la bassine et on laisse gérer la bassine, le gant, etc. Pareil pour la gestion d'un bassin. On fabrique une selle fluo. Alors, la selle fluo, c'est de la farine, de l'eau et de la fluorescéine. Et on la met dans un bassin, la personne gère le bassin comme d'habitude et après on repasse avec la lampe fluo pour voir si ça a diffusé ou pas. Les tests qui ont pu être faits dans un EHPAD et un établissement de santé ont été extrêmement positifs. Ça nous a permis, bien sûr, vous en doutez, d'affiner la méthodologie. Et ça marche très très bien pour motiver un petit peu les soignants à parler du péril fécal. Il faut savoir qu'une application web a été créée. Elle permet de générer un poster. Donc, vous verrez, vous remplissez vos données et ça vous génère un poster sur vos résultats. Et ça permet aussi de tracer votre participation à la campagne fluo au niveau national. Alors, également dans le package de cette campagne, notre équipe com a fait un excellent travail puisqu'il y a des plaquettes à destination du patient, du résident ou des professionnels pour leur expliquer cette campagne. Et j'espère que ces affiches que je vous montre là vous donnent envie de lire la méthodologie. Il faut savoir que cette campagne est une campagne de sensibilisation et nouveauté. On vous propose également, c'est facultatif, d'en mesurer l'impact. Pour cela, dans la méthodologie, vous avez une petite partie mesure d'impact qui vous permet, avec tout le matériel, pour mesurer la sensibilisation avant votre intervention, juste au débriefing quand vous avez terminé l'intervention, et puis après à 2 points à distance, avec là encore une application en ligne qui vous permet de rentrer tous ces résultats d'études d'impact et également de valoriser votre participation à l'étude d'impact nationale. Voilà pour la présentation de la boîte à outils péril fécal. On espère qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, j'espère qu'elle vous plaît et que vous allez l'utiliser et qu'elle va vous être très utile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle, pour cette présentation. Je ne sais pas si ça suscite des questions de votre part. N'hésitez pas, excusez-nous pour les problématiques de micro, parasites. Des questions peut-être? Pas de questions qui soient arrivées, mais des encouragements pour Anne-Gaëlle pour cause de parasitage. Ben ça, c'est gentil. J'avoue que ça m'a un peu désarçonnée. On peut peut-être parler aussi des perspectives et de la box 3 et l'axe de travail de la box 3 pour le rappeler peut-être à nos collègues. Là, effectivement, il va y avoir tout un développement autour de la gestion des excréta, globalement, et du péril fécal, plus précisément. La box 3 sera orientée donc, puisqu'on a commencé à travailler dessus, puisqu'il faut anticiper. C'est d'actualité, en l'occurrence. Je te laisse en parler. Ah oui, vas-y, tu peux en parler autant que moi. En fait, oui, si vous voulez, la box 3, elle va s'appeler prévention des infections respiratoires. Sur le site, on a encore laissé hygiène respiratoire, mais c'est bien plus que ça. Et on a fait l'analyse de la littérature, les données probantes, les outils. On fait exactement la même démarche que pour péril fécal. Et on va vraiment s'intéresser à la prévention des infections respiratoires dans leur globalité, en intégrant bien entendu la notion Covid. Mais on va revenir vraiment aux fondamentaux pour réexpliquer finalement les modes de transmission, les différents types de masques, parce qu'on voit bien qu'on a perdu un certain nombre de soignants. Donc ça va être vraiment une boîte à outils de mise à plat et on espère qu'elle vous sera très utile. Elle sortira à l'automne 2021. Et la boîte hygiène des mains, il faut savoir aussi qu'elle va être de nouveau l'outil pour la campagne 5 mai 2021. Donc, si vous ne l'avez pas encore utilisée ou si vous voulez la réutiliser pour voir vos évolutions, n'hésitez pas. Ce sera là encore un des outils officiels du 5 mai avec toute une campagne qu'on avait pu déjà mener cette année, mais qu'on relancera en 2021 en demandant de partager des photos avec une valorisation des équipes
qui envoient des photos et qui ont réussi à faire des actions sur l'hygiène des mains. Bah, je vous ai remis. Oui, une question. Les questions arrivent, Angèle. Hein. Si tu veux finir, Christophe, peut-être avant. Vas-y, Rachel, vas-y, je t'en prie. Peut-on utiliser la campagne fluo pour évaluer l'entretien des sanitaires des chambres? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthodologie qu'on a utilisée pour le côté entretien des locaux de campagne fluo est en soi une méthodologie d'évaluation qui est notamment très utilisée dans les pays anglo-saxons. Donc nous, la campagne fluo, on la veut comme une campagne de sensibilisation. Mais pour cette partie-là, entretien de l'environnement, si vous souhaitez l'utiliser, c'est possible. Avec la méthodologie qui est à l'intérieur, ça peut servir d'évaluation. Après, ce n'est pas que sur les sanitaires. C'est vraiment entretien global de la chambre. Donc, peut-être que vous n'y trouverez pas votre compte complètement. Mais en soi, ça peut aussi vous donner des idées pour vous faire une petite évaluation maison. Autre question aussi donc sur la campagne fluo avec une question et puis la personne a retrouvé la réponse. Mais comme une autre personne qui a posé la question, je la pose. Où peut-on trouver la fluoséine, la lampe UV, etc. Ah, alors justement, on a préparé une petite liste de fournisseurs. Là, c'est Caroline qui a préparé ça avec l'équipe. Donc, on la tient à votre disposition. On pourra vous l'envoyer. Il faut nous faire la demande. Après, et après, on peut en trouver aussi sur les lampes à UV. Vous pouvez en trouver, j'ai envie de dire, un peu sur tous les sites marchands. Privilégiez des lampes à UV assez grosses. Surtout si vous faites l'intervention toilette au lit ou l'intervention bassin, parce qu'on va regarder quand même beaucoup de surface. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un large champ. Quand on fait l'intervention entretien de l'environnement, on sait exactement où on a mis le point de fluorescéine. Donc, on peut y aller même avec une toute petite loupiote à UV, on verra. Mais pour les autres, je recommande des grandes lampes à UV. Et après, il y a peut-être juste une chose, c'est que la fluorescéine, on peut la trouver en poudre, on peut la trouver en concentré. Donc, tout marche. Il faut juste s'assurer que la fluorescéine que vous allez commander puisse être vue par toutes les lampes à UV. Parce que ça peut arriver que certaines aient des petites remarques en disant que ça ne marche pas avec toutes les lampes à UV. Donc, il faut juste s'assurer de ça. Et donc, la personne précise que dans l'annexe 3, tout cela est précisé. Eh ben, c'est vrai. Voilà, c'est juste pour complémenter. C'est vrai, on l'a mis dans la méthode, mais c'est l'occasion d'en discuter. Voilà. Donc, allez voir aussi l'annexe 3. Il y a bien une quarantaine de pages. C'est pour vos longues soirées d'hiver. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous ces documents. Je vous ai remis la page d'accueil sur préventioninfection.fr. Vous allez retrouver les deux missions dont on vient de parler, SPARES et Matisse. Mais vous pourrez retrouver aussi les informations concernant les 3 autres missions nationales, Primos, PICMI et SPIADI, sur lesquelles on ne va pas forcément s'étendre aujourd'hui. Mais vous pouvez retrouver aussi les évolutions concernant ces missions nationales sur le site préventioninfection.fr. On avait un autre point à voir qui est un petit peu aussi en lien avec la mission Matisse, et je vais passer juste la parole à Caroline Bervas, qui souhaitait en faire la promotion. C'est tout un travail qui est conduit auprès des médecins libéraux. Donc, Caroline, je vais te donner la parole. Voilà. Et te permettre de t'en dire pour ça. Parce que c'est effectivement important d'en faire la promotion. Merci Christophe. Je vais juste vous parler, moi, 5 minutes d'un programme qui me tient particulièrement à cœur. Je pense qu'on ne voit pas mon écran là. Si, c'est bon. Donc, en fait, c'est un programme de formation, un e-learning, mais à destination des médecins généralistes. Et c'est une formation DPC. Et je voulais vous en parler parce que vous pouvez être le vecteur de la diffusion de cette information auprès des différents acteurs que vous rencontrez à chaque fois. Donc, je vais vous le montrer. Vous le trouvez sur la page, donc le site Repias, comme Christophe vous l'a montré. Je ne sais pas pourquoi je sors à chaque fois quand je clique sur le site Repias. Ça m'agace un peu. Hop. Pardon. Dans la partie formation,
Et donc, vous voyez, il y a une formation qui s'appelle Préventimage. Donc, le titre est un rappel à notre métier d'expert de la prévention des infections. Et donc, c'est un programme de formation continue des PC destiné aux médecins généralistes. Donc, l'idée, c'est de leur présenter des cas cliniques. Il y a 4 cas cliniques par session. Une session, ça dure 4 mois. Et sur ces 4 cas cliniques, on va retrouver des choses que nous, on connaît bien. Par exemple, là, il y a un cas clinique sur la gale, un cas clinique sur l'infection urinaire, un cas clinique sur l'exacerbation de BPCO et un cas clinique sur la rougeole cette année. Et donc, l'idée, c'est de les faire… il y a un peu de clinique, il y a un peu de diagnostic, mais l'idée, c'est de les faire réfléchir aussi et de les former à tout ce que nous, on connaît en termes de prévention, donc les mesures d'hygiène qu'on connaît, les mesures de prophylaxie qu'on peut mettre en œuvre, etc. Donc, ce programme de prévention, on y accède, on a mis le lien. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez voir ma superbe interview. Mais sinon, on y accède via ce petit bouton, accéder au site de la formation. Et là, on tombe donc sur la plateforme de formation. En fait, c'est une association de formation qui est basée à Toulouse et qui propose déjà d'autres programmes de formation. Vous voyez, à côté du programme Préventimage, il y a un programme qui s'appelle OncoImage, toujours à destination des médecins généralistes. Ils ont aussi d'autres programmes à destination des biologistes et des techniciens de laboratoire. Et donc, si on rentre dans le programme Préventimage, alors je vais m'authentifier. En fait, je m'identifie comme quelqu'un qui est inscrit à la formation et va faire ses cas cliniques. C'est juste pour vous donner un petit visuel. Donc, voilà, vous voyez, j'ai 3 cas cliniques disponibles et donc chaque inscrit pourra renseigner son cas clinique au fur et à mesure et avoir des réponses personnalisées. Je vais vous montrer l'exemple d'un cas clinique. Donc, par exemple, on a le premier. Donc, moi, je vous ai déjà un peu dit ce que c'était, mais logiquement, on ne dit pas quelle est l'infection en cause pour que le médecin généraliste puisse y réfléchir et répondre. Et donc, je pense que je n'ai pas tout. J'avais commencé à répondre. En fait, ça se présente sous certains onglets. Donc, vous voyez, en présentation 1, on a toute l'histoire clinique. Donc, on a Madame A qui souffre de brûlure mucionnelle. Voilà, pas mal de choses sur la clinique, tous les antécédents, etc. Et puis après, on va demander donc au médecin généraliste de répondre à cette question, à un ensemble de questions sur cette présentation 1. Donc, vous voyez, moi, j'ai répondu quelle hypothèse diagnostique envisagez-vous? Donc, c'est un peu difficile pour vous parce que je ne vous ai pas fait toute la partie clinique. C'était juste pour être synthétique. Mais vous voyez, je peux répondre plusieurs choses. Est-ce que c'est une colonisation urinaire, cystite simple, etc. Et donc, une fois que j'ai répondu, j'ai répondu à plusieurs des questions. Donc, quels sont les signes cliniques qui orientent votre diagnostic? Quels sont les facteurs de risque qui orientent aussi le diagnostic? Quel examen complémentaire vous semble utile à réaliser? Quelle thérapeutique anti-infectieuse envisagez-vous? Et quelles sont les mesures de prévention que vous pouvez donner à votre patiente? Donc, une fois ce premier cycle fait, le médecin peut valider les réponses. Donc, je sauvegarde. Je ne sais pas pourquoi il y a de chat. Ah oui, c'est moi qui ai fait. Et là, il obtient les réponses attendues, alors avec pour certaines des réponses, des commentaires du formateur. Voilà, pour un peu approfondir la réponse. Voilà. Donc ça, c'est son premier cycle qui est rempli. Vous voyez, en fait, ça s'architecture en fonction de l'évolution clinique. Et là, par exemple, on se retrouve à quelques jours après avec la patiente qui a eu ses résultats d'antibiogramme de CBU et l'antibiogramme associé. Et là, on va poursuivre avec des questions. Quel type de bactéries sont mis en évidence? Quel élément biologique conforte le précédent diagnostic, etc. Pour arriver à la fin, dans ce cas clinique, en fait, il y a 3 cycles. 3 cycles. Donc là, j'ai les réponses du 2e cycle. Et j'arrive à mon 3e cycle. Non, je suis toujours aux solutions, pardon. Avec, au cycle 3, j'ai une autre présentation avec d'autres questions et d'autres réponses. Et à la fin, bon là, je ne le fais pas parce que je passe vite, mais à la fin, on a tout un récapitulatif sur justement, là, c'était une infection urinaire à risque de complications. Donc, on a tout un rappel sur le diagnostic, sur la thérapeutique, mais aussi sur tout ce qui est prévention. Et notamment, en fait, chez cette dame, on se rend compte qu'elle a une infection urinaire à Escherichia coli BLSE.
et avec toute la prévention qu'on connaît autour de ces bactéries multirésistantes. Donc voilà pour une vision d'ensemble d'un cas clinique. Donc, je ne vous montre pas les autres, ça serait trop long, mais voilà, si vous avez l'occasion et que vous pouvez avoir des gens autour de vous qui sont intéressés, ça peut être aussi accessible. Alors, ce ne sera pas des PC, mais aux internes qui sont présents, qui veulent se former un petit peu à ça, ça peut être accessible pour les internes. Dans vos établissements. C'est porté aussi par la mission, donc Mathis, et aussi par la mission Primo. Et donc cette année, donc, la session a débuté, mais il faut savoir qu'il y aura 2 autres sessions en 2021. On pourra s'inscrire. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Et Christophe, je vais te repasser la parole puisque j'ai terminé ma présentation. Merci, Caroline. On a eu des petites questions qui sont arrivées entre-temps. Est-ce que les e-learning sont gratuits? Oui, c'est gratuit. Combien de temps dure une session à renseigner, Caroline? Alors, une session, nous, on était parti sur 1 heure. Là, j'ai vu, je fais le tutorat, certains dossiers en tutorat, et j'ai vu que globalement, ils y passaient 30 minutes. Ceci étant dit, il y en a, je pense qu'ils y passent plus longtemps et d'autres plus rapidement. Et ceux qui passent rapidement, on peut répondre très facilement, très rapidement aux questions si voilà, on veut aller très vite. Après, d'un point de vue apprentissage, je ne sais pas si on est bon, mais normalement, nous, on avait calculé 1 heure pour essayer de bien réfléchir à toutes les questions. D'accord. Et c'est utilisable par des hygiénistes sans que ce soit des PC? Alors, c'est utilisable, sauf que la formation, elle est payante. C'est pour celle-là, elle est payante, d'accord. Oui. Regarde s'il y a d'autres questions. Non, je n'ai pas l'impression. Je vais reprendre mon diaporama. Voilà, merci à toi, Caroline, pour ce point. J'avais juste une petite précision, puisqu'on en était aux missions nationales, mais ça concerne plus les surveillances, et c'est une info que je m'étais noté de vous transmettre. Ça intéressera peut-être certains d'entre vous. Il faut savoir qu'il y a un projet de surveillance nationale de prévalence qui est prévu, une enquête nationale de prévalence établissement de santé en 2022, et puis aussi une enquête nationale de prévalence pour les établissements médico-sociaux en 2023. Donc là, on est sur une période où ils sont en train de travailler l'application qui va permettre de la saisie de ces 2 enquêtes de prévalence, qui seront ouvertes à toutes les structures, mais qui seront analysées sur la base d'échantillons. Donc, ce sont des échantillons des participants ou des établissements qui seront exploités pour déterminer les données nationales de ces 2 enquêtes de prévalence. Donc, vous pouvez déjà noter qu'il y aura une enquête nationale en 2022 et une en 2023 pour les établissements médico-sociaux concernant la prévalence des infections. Et je vois que Catherine nous a rejoint, notre référente signalement au sein du CEPIAS. Catherine, que vous avez peut-être par téléphone, pas forcément toujours en visuel, mais qui est basée sur Poitiers et au CHU de Poitiers, et qui coordonne le signalement au niveau de notre région. Elle va nous faire un petit point, et puis ça sera le prétexte à discuter ensuite, voilà, des mesures de prévention autour des signaux qui sont les plus fréquents en ce moment, vous l'imaginez bien, qui sont autour du SARS-CoV-2 en l'occurrence. Donc, je te passe la parole, Catherine. Je vais faire défiler les diapositives, si ça te convient. Donc, merci Christophe. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous faire un rapide bilan sur les signalements, alors bien évidemment concernant les 11 premiers mois de l'année. J'ai repris les données Santé publique France pour vous donner une idée un petit peu de ce qui s'est passé au national. Et comme ça, on va pouvoir faire un parallèle avec nos données régionales. Donc, effectivement, au niveau national, on voit qu'on a eu une augmentation du nombre de signalements en 2020 encore, même si là, nous ne sommes que sur 11 mois par rapport aux autres années, bien évidemment, où il y en a 12. Donc, on a une augmentation marquée en 2020 du nombre de signalements hors BHRE, qui sont donc en bleu, avec un effondrement du nombre de signalements BHRE sur donc, ces 11 premiers mois de l'année 2020.
Et pour information, donc au niveau national, les signalements de SARS-CoV-2 représentent presque 80% des signaux hors BHRE, donc des signaux bleus. Voilà. Alors, en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, donc moi je ne suis pas remontée aussi loin que ça, mais j'ai repris les données depuis 2017. Effectivement, donc en concernant les signalements BHRE depuis 2017, on avait une augmentation constante du nombre de signalements BHRE tous les ans. Et en 2020, donc sur les 11 premiers mois, on s'aperçoit que ce nombre de signalements BHRE s'est totalement effondré et que par contre, on a une augmentation des signalements que j'appelle IAS, hein, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est hors BHRE, pour finalement arriver en globalité à pour le moment un nombre de signalements totaux à peu près équivalent à ceux de 2019. Voilà. Diapo suivante, Christophe, s'il te plaît. Alors, au niveau national, je repasse au niveau national, on s'aperçoit qu'effectivement, en janvier-février, la situation était celle qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire un nombre de signaux BHRE et un nombre de signaux hors BHRE, un nombre de signaux BHRE, pardon, supérieur au nombre de signaux hors BHRE. Et à partir du mois de mars, au niveau national, on voit un effondrement de tous ces signaux qui sont remplacés en fait par des signaux Covid-19 essentiellement. Et donc, on voit se dessiner sur mars, avril, mai la première vague, en fait, avec l'augmentation au niveau national des signaux Covid, un ralentissement pendant l'été sur les mois de juin, juillet, et à partir de août, septembre, octobre, une nette augmentation donc de tous les signaux. Par contre, ce que l'on constate, et c'est assez intéressant, c'est que la part des signaux BHRE augmente quand la part des signaux Covid diminue et inversement. Alors ça, c'est au niveau national. Alors, au niveau régional, donc je vous ai mis ce qui est hors BHRE, que j'appelle toujours IAS, et là, comprenant le Covid et la BHRE. Effectivement, donc nous, on voit bien, on a été extrêmement touché par la deuxième vague, mais pas vraiment par la première. Donc, on voit bien que les signaux hors BHRE ont un tout petit peu augmenté sur mars-avril, mais très peu. Et par contre, effectivement, à partir du mois d'août, une augmentation des signalements hors BHRE extrêmement important. Et nous aussi, donc, pendant que ces signaux hors BHRE étaient faibles, c'est-à-dire juin, juillet, août, on a une augmentation du nombre de signaux BHRE pour arriver à son maximum au mois d'août et ensuite un effondrement quand les signaux Covid sont arrivés. Donc effectivement, exactement la même courbe que ce qui s'est passé, ce qu'on a vu au national. Donc là, c'est la répartition donc, des signaux hors BHRE, donc ce que j'ai appelé IAS. Donc là, maintenant, on a les autres IAS qui sont en rouge et les signaux Covid en bleu. Et donc, vous voyez qu'effectivement, les signaux autres IAS ne représentent à partir du mois de mars que pratiquement plus rien du tout. Et on voit bien cette augmentation sur la fin de l'année du nombre de signaux Covid. Les signaux Covid, donc, on en a eu 149. Ce qui représente pour nous 91% des signalements hors BHR. Donc en fait, le pourcentage des signaux Covid est plus important. Souvenez-vous, sur la première diapo, je vous ai dit qu'au niveau national, on était à 79. Donc on a un pourcentage un peu plus élevé. Diapo suivante, Christophe, s'il te plaît. Alors après, quand on regarde par département, on s'aperçoit qu'effectivement, le nombre de signalements Covid n'est pas du tout similaire selon les départements. Alors bien sûr, de tout temps, quels que soient les signaux, on a des départements qui signalent plus que d'autres. Et on a aussi, mais ça vous le savez sûrement, des établissements, des types d'établissements de santé qui signalent plus les uns que les autres. La plus grande partie de nos signalements, de manière générale, proviennent des établissements publics et assez peu des établissements privés. Là, par contre, ce que l'on considère, donc, ce que l'on peut voir, ce qui est vrai toujours de toute façon, c'est que ça a suivi effectivement à peu près le taux d'incidence de la circulation du virus dans les départements. Et on voit bien que les Pyrénées-Atlantiques, donc, qui ont été un département très touché,
avec un taux d'incidence dans la population extrêmement important. On a donc un nombre de signaux extrêmement important pour ce département. Voilà. Alors là, je vous ai mis une diapo Santé publique France, donc nationale, où on voit, c'est juste pour vous le montrer, que la part des professionnels touchés augmente dans la deuxième vague par rapport à la première vague. On a plus de personnel touchés dans la deuxième vague que dans la première vague. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Toujours est-il que, parce que dans la deuxième vague, il y a aussi l'impact du test qui est devenu beaucoup plus important, donc qui forcément impacte le nombre de professionnels, enfin, la connaissance du nombre de professionnels touchés. Alors, tu peux cliquer, Christophe. Moi, je n'ai pas pu vous faire ça parce que, effectivement, ça demande de la réouverture de tous les dossiers signalements. Je n'ai pas eu le temps de le faire pour pouvoir comptabiliser à chaque fois les professionnels et les patients, parce que ce n'est pas une extraction que je peux faire de manière générale. C'est vraiment dossier par dossier, donc c'est assez chronophage. Et puis, cette information, je ne l'ai pas toujours à la clôture du signalement. Donc voilà, c'était aussi pour insister un petit peu auprès de vous en vous demandant si c'est possible, quand on clôture un signalement, de bien me refaire le bilan du nombre de cas avec le nombre de professionnels touchés, le nombre de patients touchés. Et j'espère qu'on pourra extraire ça quand on aura un tout petit peu plus de temps, mais là, pour le moment, je n'ai vraiment pas pu le faire. Donc voilà, donc je ne peux pas vous faire la courbe en Nouvelle-Aquitaine. Et je termine donc ma dernière diapositive, c'est pour vous montrer les hypothèses de transmission croisée qui ont été déclarées dans les signalements avec des cas groupés au niveau national, tout en sachant que dans un même signalement, on pouvait retrouver bien sûr plusieurs hypothèses et que dans certains signalements, il n'y en avait aucune qui avait été émise. Donc, on s'aperçoit que dans un quart des signalements, en tout cas, c'est la découverte fortuite d'un cas qui est à l'origine d'une transmission croisée. Donc voilà, ça interpelle un petit peu sur les précautions standards. La deuxième chose que l'on retrouve le plus fréquemment, c'est les difficultés d'application des mesures barrières, dans 18% des signalements. Et puis ensuite viennent les pauses et les transmissions, mais ça c'est quelque chose qu'on vous répète et que vous savez aussi parfaitement, que les pauses et les transmissions pour tout ce qui est transmission entre professionnels, c'est extrêmement à risque, que pour tout ce qui est contamination des patients, bien évidemment, c'était jusqu'à ce que les visites soient un peu plus encadrées, effectivement les visiteurs et la famille, et puis après on retrouve à moindre pourcentage, une transmission lors des soins, une transmission pour des patients hospitalisés dans des chambres doubles, des patients déambulants. Voilà. Donc, et puis je termine par cette diapositive parce que ça va nous permettre d'échanger un petit peu sur nous, les hypothèses de transmission que l'on a pu mettre à jour au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Mais là, je redonne la parole à Christophe et je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Effectivement, ça permet de faire le lien avec les autres signaux qu'on a dans d'autres secteurs, le secteur médico-social notamment, où on retrouve un petit peu ces facteurs de risque. Donc l'objectif maintenant, c'est de pouvoir discuter un petit peu sur cette gestion de l'épidémie de SARS-CoV-2. J'avais reprévu quelques éléments de contexte, mais je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Ce qui évolue par rapport à ce contexte pandémique du SARS-CoV-2, où vous voyez qu'on a un nombre de cas confirmés au niveau international qui est extrêmement important, et puis un nombre de décès qui va de pair. Ce qui évolue un petit peu ces derniers jours, c'est le nombre moindre de nouvelles hospitalisations, d'accueil en secteur de réanimation, mais en restant vigilant malgré tout, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister, sur le nombre de clusters qui sont toujours en cours d'investigation. Certes, ils diminuent, mais ils sont extrêmement nombreux. Nous sommes tous toujours concernés par ces clusters en nombre important, notamment dans le secteur médico-social. C'est pour ça que je vous ai repris les données issues de la fin de semaine dernière, données par Santé publique France sur le nombre de clusters en établissements médico-sociaux, parce que ce sont ces résidents qui sont touchés en secteur médico-social qui sont susceptibles ensuite d'être hospitalisés. Donc même si les courbes régressent d'une certaine façon, on a quand même encore des niveaux de circulation importants.
On a encore un nombre de signaux qui sont importants, aussi bien en établissement de santé qu'en secteur médico-social. Aujourd'hui, on a encore eu deux autres nouveaux signalements. Il faut savoir qu'actuellement, en médico-social, on a plus de 80 clusters qui sont encore en cours d'investigation et qui sont encore ouverts, si vous voulez, à l'échelon de notre région. Donc, c'est assez important. Donc, résidents qui sont susceptibles d'être accueillis donc, dans les services d'hospitalisation, voire en secteur de réanimation ensuite. Alors, on a passé la période un peu critique en termes de capacité d'accueil, mais ça reste malgré tout problématique. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Et c'est un petit peu dans cette optique-là qu'on a essayé de travailler sur un document, donc un document qui est issu à la fois de l'exploitation qu'on a pu faire des signalements dont vient de parler Catherine, mais aussi des échanges qu'on a pu avoir avec nos collègues praticiens en hygiène des OH, avec nos collègues qui pilotent aussi les équipes mobiles d'hygiène qui se déplacent en secteur médico-social, avec nos collègues du secteur médico-social, avec donc les équipes mobiles d'hygiène, avec les quelques débriefings aussi qu'on a pu faire avec certains établissements concernant la préparation de cette crise et puis la gestion de cette crise. Et ça nous a permis de synthétiser dans un document. Je ne pense pas que vous ayez eu encore le temps d'en prendre connaissance. Il a été mis à disposition simplement hier, mais un document qui recense finalement les causes immédiates, les causes profondes et les éventuels axes d'amélioration qu'on peut identifier, quel que soit le type de secteur, établissement de santé ou secteur médico-social. Donc, je me propose à l'instant juste de reprendre certaines de ces notions et Catherine vient d'en évoquer quelques-unes issues du signalement. On a vraiment la perception de clusters qui sont dissociés au niveau professionnel et patients ou résidents, avec, pour ce qui est des patients et résidents, effectivement, une exposition qui est prégnante, notamment dans le cadre des visites, par la non-application des mesures barrières, notamment quand les visites sont encore organisées dans les chambres ou dans des secteurs où il n'y a pas de supervision professionnelle sur l'application des mesures par les usagers, donc les mesures barrières tout simplement. Donc un risque d'exposition des patients et des résidents, surtout au moyen séjour et au long séjour, où il y a beaucoup de visites bien sûr, et donc un risque d'exposition. Et puis avec secondairement, une fois qu'un ou deux de ces patients et résidents sont malheureusement touchés, un risque de diffusion majeure via la déambulation, via la participation aux activités collectives dans ces secteurs de moyen séjour ou de long séjour, où on sait que ces patients-là ont plus de difficultés pour respecter eux-mêmes les mesures barrières en fonction de leur niveau cognitif. Je pense au secteur de psychiatrie aussi, ou au secteur d'accueil d'enfants handicapés, ou pour lesquels on a eu des signalements, où il est plus difficile de faire respecter les mesures d'hygiène associées. Donc ça, c'est une porte d'entrée relativement importante avec une diffusion secondaire entre patients et résidents. Et puis l'autre porte d'entrée, c'est évidemment une porte d'entrée professionnelle, avec des professionnels qui eux aussi sont exposés dans le cadre de leur vie communautaire, extérieure à l'établissement, mais aussi qui s'exposent potentiellement entre eux dans le cadre de diverses activités qui sont plutôt en dehors des soins, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément pendant la période de soins où on est plutôt observant sur les mesures barrières, mais plutôt en dehors des soins. Et ça a déjà été évoqué, vous le savez, le fait de partager dans des lieux clos des repas, des temps de pause pour lesquels on ne va pas respecter ou moins bien respecter les mesures barrières, notamment le port du masque, sans la capacité de distanciation physique qui est attendue dans ces secteurs-là. Il y a un risque de transmission qui est majoré. Les transmissions elles-mêmes, le fait d'échanger des informations et aussi un temps où il peut y avoir la transmission là, du coup de micro-organismes, et notamment du SARS-CoV-2. La prise de repas à plusieurs dans des zones qui sont trop réduites est un risque évidemment. Les vestiaires aussi, avant même de débuter la journée, le partage de vestiaires avec des personnes qui sont nombreuses peut contribuer là aussi à une diffusion. Puis un élément qui est revenu plusieurs fois, qui est le covoiturage, c'est-à-dire qu'on est vigilant dans le cadre de l'établissement sanitaire ou dans le secteur médico-social, mais on en oublie que lorsqu'on partage un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, on doit porter aussi le masque et respecter les mesures barrières. Donc ça, c'est un point, c'est une transmission interprofessionnelle, et malgré tout, même si ce n'est pas forcément le mode de transmission majeur, il peut aussi y avoir des transmissions entre professionnels et patients ou entre patients et professionnels, donc des contaminations lors des soins. Généralement, ça concerne des soins qui sont plutôt lourds, avec des contacts qui sont rapprochés, prolongés, où là encore, les mesures barrières peuvent être mises en défaut via la manipulation du masque, notamment, sans s'en rendre compte, le professionnel va toucher son masque, ne va pas forcément y associer une hygiène des mains. On a focalisé aussi sur les protections oculaires, et alors maintenant je pense que effectivement le port de lunettes
ou de visière contribuent à une meilleure protection des professionnels, mais il peut y avoir aussi des expositions dans ce cadre-là, ou alors un contact de la main au visage au niveau de la muqueuse oculaire et une transmission secondaire. L'usage des masques qui est parfois inapproprié, et on y reviendra tout à l'heure, notamment le masque FFP2 qui peut être porté sans même fit check préalable pour être sûr qu'il soit étanche. Donc la fausse sécurité que peut constituer ce dispositif aussi. Donc ça, c'est vraiment les causes dites immédiates qui sont directement en rapport avec une transmission directe. Voilà, avec une majorité de la transmission entre professionnels, entre résidents et patients, mais aussi possiblement, puisqu'il y a des cas qui nous sont signalés notamment au niveau sanitaire, on ne peut expliquer la transmission que par un passage entre professionnels et patients, même si ce n'est pas le plus souvent. Après, dans les causes profondes, et c'est là-dessus qu'il faut essayer de travailler, vous savez, quand on fait un peu de gestion des risques, certes, il y a les causes immédiates, mais le gros du travail est apporté sur les causes profondes. Donc, concernant les professionnels, pour faire le lien avec ce qu'on disait à l'instant, on a constaté cette baisse de vigilance sur les temps de pause hors soins. C'est légitime, hein, les professionnels, on l'a senti aussi lors des entretiens qu'on a pu faire avec eux et les rencontres qu'on a pu avoir avec les établissements. Les professionnels sont fatigués, il y a une charge de travail qui est importante. Il y a une vigilance qui est portée depuis le mois de février-mars maintenant, qui contribue à un épuisement des équipes. Rajouter à ça quelques cas Covid parmi les équipes et une difficulté de remplacement des professionnels, eh bien, vous avez des professionnels qui ont une charge de travail qui est relativement importante et on comprend qu'il puisse y avoir une moindre vigilance sur les temps hors soins. On a constaté aussi que la nuit, le week-end, lorsqu'il y a une moindre supervision professionnelle, il y a une transmission qui est aussi majorée. Donc, c'est des points de vigilance qu'il faut avoir. Parfois, une sous-estimation, une minimisation du risque par certains professionnels. Moi, j'ai eu à le rencontrer dans un EHPAD d'une région, enfin d'un département où ils se sentaient vraiment à l'abri de la diffusion du SARS-CoV-2 dans leur partie de département. Bien sûr, c'était complètement inadapté. Un manque de formation pour certains professionnels. J'ai envie de dire parfois, ce n'est pas forcément les plus diplômés qui sont les plus au courant des mesures à mettre en œuvre et pourtant, c'est eux parfois qui donnent les recommandations et qui contribuent à des mises en place de mesures qui sont parfois erronées. Donc, ça renvoie à la problématique de formation globalement. Une focalisation sur les masques en oubliant par ailleurs qu'il y a une part importante de risques liés au manuportage. Et ça, je pense que c'est prégnant actuellement. On le voit avec les consommations de produits hydroalcooliques. Certes, les masques, ils sont présents, ils sont portés. Il n'y a plus de problématique de mise à disposition des masques. Mais par contre, on a des consommations de produits hydroalcooliques qui tendent à baisser et qui laissent à penser que l'hygiène des mains n'est pas forcément suffisamment développée. Après, il y a parfois aussi une défiance des professionnels vis-à-vis du matériel de protection. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas forcément trop leur en vouloir parce que vu les messages qui ont été parfois contradictoires, les difficultés de mise à disposition de certains équipements et les messages qui ont été véhiculés, ordre et contre-ordre, ont contribué à ce qu'il y ait aussi des doutes qui soient émis concernant l'efficience de certains de ces équipements de protection individuels notamment. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve comme cause explicative un petit peu des facteurs immédiats au niveau des professionnels. Au niveau des visiteurs, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a cette porte d'entrée via les visites, donc il y a une sous-estimation du risque qui est manifeste de la part de certaines familles notamment. Ça a pu être débriefé avec des directeurs d'établissements médico-sociaux notamment. Le sentiment de ne pas être concerné par le risque ou de faire prendre un risque à la limite pour le seul résident qu'on vient visiter sans avoir pris en compte le risque de diffusion au sein d'une institution ensuite via cette exposition. Donc, beaucoup de réflexions autour de l'individu lui-même, de la protection de sa propre famille, mais sans mettre en perspective le risque de diffusion au sein du secteur médico-social, de moyen séjour ou de long séjour notamment. Pour ce qui est des causes profondes au niveau des patients, là aussi, il faut rapporter l'ampleur des épidémies à deux aspects. C'est les soins, plus les soins sont lourds, plus effectivement il y a un risque de transmission, notamment aux professionnels. Et puis, c'est le niveau d'autonomie des patients ou des résidents. Plus ils sont déambulants, s'ils sont touchés, plus ils risquent d'exposer d'autres patients ou résidents. Il y a ce niveau de déambulation. Puis, l'autre facteur d'autonomie, c'est le fait de ne pas pouvoir respecter forcément les mesures barrières pour beaucoup d'entre eux dans le secteur médico-social notamment ou d'autres secteurs sanitaires, type gérontopsychiatrie par exemple. Donc ça, c'est des aspects qui sont difficiles à maîtriser. Donc les notions d'éducation à l'hygiène des mains, de port du masque doivent perdurer malgré tout vis-à-vis de ces patients et ces résidents. Puis enfin, il y a un gros facteur qui est un facteur institutionnel qui ressort quasiment systématiquement à chaque fois qu'on étudie un petit peu ces clusters d'épidémie, quels que soient les secteurs de soins. Le constat
de structures, d'établissements qui sont insuffisamment préparés à ce type d'épidémie, avec une absence d'anticipation, une sous-estimation du risque, voire pour certains de ces établissements, une incompréhension quant à l'utilité des professionnels et d'expertise en hygiène et le peu de crédit qui est apporté à nos compétences sur le terrain. Dès lors, c'est vrai que la capacité de gestion de crise s'en trouve altérée avec des prises de décision qui sont là aussi parfois contre-productives. Donc avec une culture du risque qui est plus ou moins développée en fonction des établissements. Je ne parle pas que du secteur médico-social, hein, c'est assez prégnant aussi auprès de certains gros centres hospitaliers de la région pour lesquels la fonction d'hygiéniste et de prévention du risque infectieux n'est pas suffisamment prise en compte. Si on rajoute à ça des problématiques de sous-effectifs préexistants, je ne parle même pas en période Covid avec des cas professionnels, ben, ces sous-effectifs vont contribuer là encore à des épidémies encore plus importantes. Donc ça, c'est déjà connu, hein, on l'avait déjà identifié dans le cadre d'épidémies d'infections respiratoires ou de gastro-entérite. La difficulté de capacité au remplacement des professionnels qui sont absents ou touchés est prégnante aussi. Alors pour certains, des pools d'astreintes qui sont mobilisables, pour d'autres, le recours à l'intérim, avec une vigilance concernant l'intérim, ça nous a été remonté récemment avec des professionnels intérimaires qui sont eux-mêmes porteurs et pas forcément dépistés avant l'embauche du fait du besoin urgent de ces compétences au niveau des structures, donc avec un risque de diffusion secondaire et une adhésion des professionnels intérimaires aux mesures barrières qui peut être différente de celles prônées par l'établissement dans lequel ils officient. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte. Concernant cet absentéisme, on l'a vu aussi, c'est que tous les défauts d'encadrement, l'absence de coordination d'infirmières ou d'infirmiers coordinateurs, voire de directeurs dans certains établissements ou de médecins co pour des structures médico-sociales, contribuent là aussi à une désorganisation de la prise en charge et à des épidémies qui sont là encore d'autant plus importantes. Donc il y a un facteur management à retravailler préalablement et il n'est pas étonnant de voir que ces structures qui sont déjà déficitaires au départ vont être confrontées à des épidémies d'autant plus importantes et en moindre capacité de gérer la crise dans ce contexte-là. Sachant que certains établissements, même en difficulté, ne sollicitent pas forcément une aide extérieure, que ce soit des EOH, des équipes mobiles d'hygiène ou des professionnels du CEPIAS en l'occurrence. Donc voilà un petit peu pour toutes ces causes profondes. Elles sont nombreuses. Ça permet d'insister sur le caractère multifactoriel aussi de survenue de ces épidémies et de travaux qui sont importants à mettre en œuvre même à l'issue de cette période épidémique. Donc les axes d'amélioration sont multiples, hein. Je ne vais pas parler justement de tous ces aspects qui sont liés au management et à l'organisation des établissements, mais plutôt focaliser bien sûr sur quoi on peut agir en tant qu'équipe opérationnelle d'hygiène et professionnelle en hygiène. Bien sûr, une meilleure maîtrise des gestes barrières, donc renforcer la sensibilisation, la compréhension. On pense avec les collègues qu'il est indispensable de mettre en perspective le mode de transmission du micro-organisme et la légitimité des équipements de protection individuelle pour les justifier et éviter la surenchère d'équipements de protection individuelle. J'ai encore eu un établissement tout à l'heure au téléphone où il y avait une volonté de surchaussures, de coiffe et de gants, alors que voilà, ce ne sont pas des mesures prioritaires ou souhaitées pour une meilleure prise en charge de ces contextes épidémiques. Donc, éviter vraiment cette surenchère en EPI, bien sûr focaliser sur le masque et son positionnement correct et sa manipulation forcément associée à une hygiène des mains par produits hydroalcooliques. Peut-être promouvoir un renouvellement plus fréquent des masques. On est resté aussi un peu bloqué sur les notions de masques chirurgicaux pendant 4 heures et masques FFP2 pendant 8 heures. Si on peut les changer de manière plus fréquente, compte tenu de leur niveau de saturation en micro-organismes et des manipulations multiples que l'on peut observer, je pense que ça peut être une mesure qui peut être développée. Attention à la recommandation malheureusement très systématique de recours au FFP2 dès les premiers cas sans tenir compte de la seule indication des gestes à risque d'aérosolisation. Ça peut être typiquement une fausse bonne idée de préconiser le masque FFP2, qui est parfois déjà inadapté en termes de positionnement et de fit check, comme on l'évoquait tout à l'heure, mais surtout du fait de son inconfort qui génère des manipulations, là encore multiples, un retrait quasi systématique lors des temps de pause qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Donc ça peut sembler une bonne idée que de proposer un masque avec une capacité de filtration supérieure, mais finalement on se rend compte que ça ne limite pas le risque de transmission, ça peut voire même le majorer. Donc c'est un discours sur lequel il faut essayer de travailler
il y a une forte volonté de sécurisation des professionnels en leur proposant ce type de dispositif, alors que finalement, ça peut être contre-productif. C'est exactement le même principe que pour les gants, qui peuvent donner le sentiment de sécurité pour ceux qui les portent, mais qui sont des vecteurs de transmission extrêmement importants. Et donc, j'insiste vraiment sur cette part environnementale et de manuportage, surtout de transmission de ce virus, plutôt le manuportage, avec ensuite une transmission secondaire au niveau de la muqueuse oculaire, au niveau de la bouche. Et donc une transmission par cette voilà, et donc il est fondamental de réinsister sur l'hygiène des mains, associé certes au port du masque, mais insister sur cet aspect hygiène des mains, protection oculaire aussi quand on est amené à prendre en charge un patient symptomatique porteur. Enfin, un dernier point, c'est un petit message qu'on a rajouté, mais je pense qu'il est important. Il est source de nombreux débats avec nos collègues des délégations départementales et de l'ARS. C'est des stratégies de dépistage qui sont prônées au niveau des établissements. Donc, bon, il est important de mettre à plat un petit peu ces stratégies pour ne pas sombrer dans la stratégie de dépistage à tout va, de manière inadaptée parfois, qui vont contribuer là aussi à des désorganisations, une embolisation, une saturation aussi des laboratoires avec des résultats du coup qui sont donnés tardivement. C'est moins le cas maintenant parce qu'il y a moins de saturation à ce niveau-là, mais ça a généré ce type de choses. Et puis, ça reste un geste qui n'est pas forcément anodin. Donc, bon, on a beaucoup d'espoir sur la mise à disposition d'outils de dépistage qui soient moins invasifs. Mais il est important de réfléchir à cette stratégie de dépistage. On a d'ailleurs travaillé sur un document concernant ce thème, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc voilà pour ce document. Je vous invite à y jeter un œil. Il était très bien mis en forme par Carole, notre secrétaire, de cette infographie. Donc prenez-en connaissance, utilisez-la. Je pense que c'est un outil extrêmement important. Ce que je vous propose maintenant, après ce point, c'est peut-être de répondre à certaines de vos questions. J'en appelle à l'aide aussi de mes collègues pour la lecture de ces questions. Je ne vois pas très bien sur mon écran. On peut prendre le relais, Christophe. Et puis, voilà, avec tous les collègues, on va essayer de vous répondre le mieux possible dans la limite de nos compétences. Donc déjà, pour une remarque, dans les causes immédiates, on a corrigé la version parce qu'on parle de fit test et au lieu de fit check, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc le document a été corrigé depuis, c'est une faute de frappe et Christophe n'a pas pris la bonne version, mais c'est vraiment un fit check qui vous est demandé, c'est-à-dire la vérification que le masque est à coller, je dirais, au visage du professionnel. Le fit check est réalisé systématiquement lors de l'utilisation. Le fit test, c'est plus recommandé en ces cas-là pour sélectionner, je dirais, le masque adapté à la forme du visage des professionnels. Mais ce qu'on demande au quotidien, c'est réellement le check. Le test vient dans un deuxième temps, où il peut devancer, si vous voulez, l'offre de proposition dans les conditions idéales si on est équipé de ce type d'appareil. Surtout qu'en plus, on a beaucoup de références qui sont fournies dans les établissements, donc on est un petit peu perdu avec le nombre de références qui arrivent et s'il faut tout tester, ça peut être, on va dire, assez long. Ça, c'était pour la première remarque. Une autre remarque également, où pourrons-nous retrouver ce document? Alors, je l'avais. Voilà, vous avez la page d'accueil du site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Vous allez dans la rubrique coronavirus et vous allez vous retrouver sur cette page-là avec les documents établissements de santé, établissements médico-sociaux, où vous allez retrouver cette infographie au niveau de ces icônes. Donc, c'est sur le site du CEPIAS Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous avez le lien ici. Autre remarque, donc des remerciements pour Christophe. Merci pour cet excellent retour du terrain. Il manque aussi les incohérences des tutelles, ministères, HAS et autres, et les multiples discours qu'on a pu entendre, notamment dans les médias. L'absence aussi de consultants experts de la part de nos tutelles, la complexité de la mise en place du dispositif. C'est une petite remarque supplémentaire. Oui, c'est tout à fait vrai. On a été confronté depuis février-mars à une somme de textes
qui était à la fois évolutif en fonction de la connaissance que l'on avait du virus et puis parfois contradictoire, des décisions aussi qui ont été prises qui étaient faites indépendamment de l'aspect scientifique de la diffusion du virus, mais qui étaient liées aux contraintes de recours aux équipements de protection individuelle notamment. Et donc c'est vrai que ça fait de multiples textes, ça fait de multiples interprétations potentielles, parfois des textes qui étaient donc discordants et on ne peut pas en vouloir effectivement aux établissements d'être un peu perdus. Et après, les discours des uns et des autres, c'est un petit peu le caractère complexe de la gestion de cette épidémie. Je le disais tout à l'heure, on voit que l'expertise en hygiène n'est pas forcément prise en compte. On a eu à le vivre avec nos collègues des tutelles, hein, des prérogatives qui étaient, j'ai envie de dire, presque plus politiques que liées à la connaissance que l'on a de la diffusion du virus parfois, et qui contribuent à des actions de terrain qui peuvent ne pas être comprises par les professionnels en hygiène. Et on est parfaitement d'accord. J'en ai donné un exemple tout à l'heure avec les stratégies de dépistage, mais sur même les mesures barrières à mettre en œuvre, il y a eu des couacs importants et c'est vrai que c'est pas aidant pour nous professionnels en hygiène. Ça nous met dans une position inconfortable, quel que soit le niveau, hein, aussi bien au niveau du CEPIAS qu'au niveau des OH, qu'au niveau des dispositifs mobiles d'hygiène, parce que du coup, cette cacophonie contribue à une réception du message qui est moindre par les professionnels de terrain. Donc on a un gros travail, je pense même à l'issue de cette épidémie, pour déconstruire un petit peu certains messages, les reconstruire et asseoir un petit peu nos connaissances en matière de prévention du risque infectieux. C'est une réelle difficulté et c'est vrai que c'est bien de le relever. C'est une difficulté pour tous qu'on a connue et c'est frustrant, c'est un peu fatigant aussi, je pense, pour être honnête. Et on comprend le désespoir parfois de certaines équipes. J'insiste sur le désespoir. Une question pour toute l'équipe. Que pensez-vous de la prise en charge de la vaisselle pour les patients Covid? Est-ce qu'on met une vaisselle jetable ou pas? Je pense qu'on peut répondre tous en cœur. Non. J'en profite avec mes collègues de Limoges qui sont présentes. Il y a Camille et Laurence qui sont présentes aussi. Oui. On est tous d'accord. Nous, on a essayé d'harmoniser nos messages hein, au niveau de l'ensemble de la région, que ce soit sur Poitiers, Limoges et Bordeaux. Effectivement, il n'y a pas d'indication à l'utilisation de la vaisselle jetable. À partir du principe que on va manipuler des supports potentiellement contaminés. C'est le cas du plateau repas, c'est le cas de la vaisselle. Mais si on fait une hygiène des mains, eh bien, le risque de transmission, il est nul. Voilà. Et donc, ça ne justifie pas de mettre en place une organisation spécifique qui peut être désorganisante, en l'occurrence. Exactement. L'heure n'est pas à la complexification, hein, absolument pas. Donc, on a une désinfection thermique dans la vaisselle. Ça suffit amplement. C'est pas la peine de ramasser séparément les plateaux des patients, des résidents Covid, de filmer le chariot tel que j'ai pu en entendre parler aussi. Enfin, tout ça, ça peut être lavé en même temps. Et puis, quelque part aussi, ne rajoutons pas, certains ont pris l'option de mettre des assiettes en carton et autres. Déjà, notamment en médico-social, pour les secteurs de gériatrie et autres, de la prise de repas seul en chambre, ça peut être aussi, ça commence à être évalué. Ça a été un facteur de dénutrition significatif hein, pour les personnes âgées. Donc, voilà, restons bien traitants et réalistes sur les risques. Ce n'est pas en manipulant des plateaux qu'on va transmettre le Covid. Et comme dit Christophe, hygiène des mains entre deux, ça suffit amplement. La dénutrition n'aidant pas en plus pour se prémunir. Exactement. Pour récupérer. Autre question, que pensez-vous du test RT-PCR systématique pour toute intervention chirurgicale, que ce soit en ambu ou en aspite? Et que pense-t-on à les recommander? Donc, on a été confronté à des prises en charge de patients au bloc opératoire qui étaient Covid positifs, malgré la réalisation de la RT-PCR au début et avec réception des résultats après l'intervention chirurgicale en l'occurrence. Et pour certains établissements, la RT-PCR réalisée positive et non prise en compte par l'équipe anesthésique. Donc c'est vrai que dans la mesure où on a identifié des circuits spécifiques, une vigilance particulière, que ce soit en secteur ambulatoire et en secteur d'hospitalisation, je pense que ça reste une indication à la réalisation de ce test pour l'instant, du fait d'une diffusion communautaire importante aussi. Et
c'est un moyen aussi de mieux sensibiliser aider les équipes au respect des mesures barrières. Après, est-ce que le risque est plus important dans ces secteurs-là de diffusion? Je ne suis pas certain. Après, ça nous a permis aussi d'identifier dans un établissement une exposition d'un patient via les professionnels, patient entrant avec une RT-PCR négative, opéré 10 jours après dans l'établissement et devenu positif, avec parallèlement des professionnels qui sont touchés aussi. Ça fait partie des exemples qui nous montrent qu'il peut y avoir une diffusion entre professionnels et patients au sein de secteur MCO. Une autre question à laquelle je vais répondre si vous souhaitez. La S2H pourrait-elle de nouveau se positionner sur la tenue Covid en décembre 2020? Merci. Oui. Juste avant, donc, il y a eu une nouvelle réunion du CA, la S2H. Donc, on peut vous dire que d'ici la fin de la semaine, c'est-à-dire d'ici demain 18 h, sera mis en ligne une actualisation déjà des précautions standards dans le contexte Covid, où on va parler notamment des gestes aérosolisants, où on va parler également des précautions standards qu'on ne va pas appeler renforcées, mais que l'on va rappeler en quelque sorte dans le contexte. Et c'est aussi pour ancrer les précautions standards avant et après cette phase épidémique. Et vous aurez également les précautions standards en chambre double, dans le contexte, etc., etc. Donc ça sortira demain. Après, ce qui est remis en cause aussi, c'est donc le premier avis S2H qui avait été mis fin janvier, vers le 28 janvier, suite au premier cas qui avait été pris en charge sur le CHU de Bordeaux, où on parlait de précaution R. Celui-ci n'a pas été, je dirais, on l'a remisé, mais c'est le seul qui existait. Après, quand on a parlé de déconfinement, on a bien parlé de précautions complémentaires gouttelette et pas R. Et celui-ci va être intégralement revu en reprécisant tous les EPI aussi. Voilà, mais ce qu'il faut regarder, c'est pas celui du 28 janvier qui a été réactualisé avec les autres avis a posteriori et qui ont été également revus dans d'autres éléments repris avec le CNP, avec la COREB aussi. Voilà, donc c'est fait, c'est prévu et ce sera mis en ligne au fur et à mesure. Pour réappuyer ce message peut-être sur les masques, Rachel, il y a les Anglais aussi viennent de faire paraître des recommandations que nous a transmis Pierre aujourd'hui, où ils réaffirment la transmission gouttelette et le port du masque chirurgical et l'usage du port du FFP2 uniquement pour les gestes aérosolisants. Donc, ce qui confirme un petit peu les attitudes aussi que l'on avait proposées au niveau national. Préciser aussi que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas porter le masque en face à face, là aussi ça fait l'objet d'interprétations avec des textes récents au mois d'octobre, qu'on considère qu'on est patient contact. Hein. Certes, si on peut faire porter le masque à la personne qui est symptomatique ou au patient qui est symptomatique, c'est une bonne chose pour limiter la transmission, mais si cette personne ne porte pas le masque chirurgical, ce n'est pas une justification à upgrader le masque pour le professionnel et passer du masque chirurgical au masque FFP2. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas d'où ça sort. Ça a été mis en place par beaucoup d'établissements, en tout cas proposé, avec ce faux sentiment de sécurité que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce n'est pas une indication. Et pour ceux qui le font et qui décident de le faire pour des raisons autres, X ou Y, il faut être extrêmement vigilant quant à la manipulation de ce dispositif. On a eu un signalement d'un établissement de santé cette semaine qui avait anticipé le port du masque FFP2 pour son unité avec la crainte d'accueillir des patients Covid. Ça n'a pas empêché la transmission auprès des patients dans le secteur concerné, auprès des professionnels, alors qu'ils avaient anticipé le port du masque FFP2 pour tous dans ce secteur-là. Donc la part du manuportage, j'insiste vraiment là-dessus, et semble extrêmement importante. Donc, on a beaucoup évolué dans les recommandations, aussi bien pour la vaisselle, donc pas de traitement spécifique, idem pour le linge, donc il y a une question sur le linge. Est-ce qu'on doit mettre un sac hydrosoluble? Si votre lingerie est à même de pouvoir, je dirais, traiter le sac avec tout le linge sans pour traitement, je dirais, spécifique, hein, on est toujours en gouttelette plus contact. Donc, s'il passe directement à 40 ou à 60 sans trier le linge au préalable, le sac hydrosoluble n'est pas, je dirais, nécessaire si le juge non nécessaire. Le sac hydrosoluble, c'est toujours pour éviter le tri en buanderie. Donc, il faut voir avec votre buanderie ce qu'il souhaite recevoir. Sinon, il faudra qu'il s'équipe comme on l'est en secteur Covid. Le sac hydrosoluble constitue une alerte pour la personne qui est en zone sale de lingerie. En fait.
Donc, si les professionnels de lingerie sont très au clair sur l'application des précautions standards dans ces secteurs-là, il n'y a presque pas besoin d'identification via des sacs de couleurs, en tout cas pour le traitement, si le linge peut passer à 60 degrés. Par contre, Après, ça peut être une exigence d'un prestataire extérieur, par exemple. Et donc là, vous devez vous y plier, puisque lui, voilà. C'est pas différent du linge mouillé ou infecté ou souillé d'urine ou autre. Exactement. C'est vraiment relié à la capacité à mettre en œuvre les précautions standards en secteur salle de lingerie. Ensuite, donc, on nous parle également donc un petit peu la solitude de l'hygiéniste, mais aussi des peurs individuelles, y compris dans les équipes d'hygiène, avec des facteurs donc, qui finalement influencent sur la prise de décision, la peur du virus et autres. Donc, plusieurs remarques là-dessus, mais aussi les préconisations liées aux EPI. Par ailleurs, donc, les EHPAD n'ayant pas eu de masques chirurgicaux en début d'épidémie se sont rabattus sur le stock d'État H1N1, donc qui comportait des masques FFP2, ce qui peut aussi faire supposer qu'on pense être mieux protégé avec des masques FFP2. C'est une remarque complémentaire. Une autre question plus globale. Quelle est la définition d'un cas nosocomial? Un cas nosocomial, c'est une transmission au sein de l'établissement de santé. Si on reste sur le terme nosocomial, associé aux soins, ça peut être dans le cadre des soins, ça renvoie au lieu d'acquisition. Alors, sachant que toujours il y a le caractère possible, probable et certain de cette nosocomialité. Bien sûr. Ça n'empêche pas de suspecter aussi une transmission communautaire. Mais voilà. Quelquefois, c'est extrêmement difficile d'avoir la certitude sur le caractère nosocomial. Mais effectivement, a priori, à partir du moment où c'est possible, on le déclare comme nosocomial possible. Ensuite, donc, il y a plusieurs remarques sur les tabliers et sur blouse. Donc, il y a une question qui est posée à Rachel, mais vous pouvez tous y répondre. Rachel, quand tu parles de précautions complémentaires gouttelettes plus contact, pourquoi associer en plus la surblouse et les lunettes pour les précautions complémentaires gouttelettes et contact? Notamment, le tablier et le masque chirurgical suffiraient, non? Alors, sur les lunettes, déjà, nous, notre objectif, enfin, la ligne que l'on tient, c'est protéger les différentes portes d'entrée, donc qui sont le nez, la bouche, c'est fait avec le masque, et donc la muqueuse oculaire aussi, et là, ce sont les lunettes. Notamment lorsque on est face à un patient ou un résident qui ne porte pas le masque lui-même et que l'on effectue des soins rapprochés dans son environnement proche, donc particulièrement la toilette, l'échange, etc. Ensuite, la surblouse, bien sûr, on reste persuadé que les soins pourraient se faire dans le cas des précautions contact avec le port du tablier uniquement. Maintenant, effectivement, on a fait nos recommandations déjà en avril avec les notions que l'on avait qui étaient que les professionnels allaient demander à être plus protégés. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déconstruire et effectivement y mettre des limites aussi quant à la qualité de la réalisation de l'hygiène des mains lorsqu'on porte des manches longues, la difficulté de gestion de la surblouse. Et puis, voilà, avec des choses qui sont des écueils qui seraient une surblouse qui serait laissée dans la chambre et portée par plusieurs soignants, alors que si on décide de porter une surblouse, c'est pour une séquence de soins à plusieurs personnes, tout en la protégeant systématiquement d'un tablier à usage unique qui, lui, sera changé entre deux patients. Il faut continuer à raisonner standard, standard, standard. Standard aujourd'hui, c'est le tablier, c'est l'hygiène des mains, c'est les gants uniquement lorsque c'est nécessaire. Et on pourra compléter donc éventuellement avec les lunettes si on a un diagnostic de Covid derrière, mais aussi de surblouse. Et on l'a bien précisé aussi. Des fois, quand on n'avait pas de surblouse, on pouvait se passer et aller seulement avec le tablier. Par contre, l'hygiène des mains, elle est beaucoup plus large dans ces cas-là. Dans des discussions qu'on a avec des équipes qui nous appellent, hein, qui ont des clusters, qui sont en situation de foyer épidémique,
on pose un certain nombre de questions et quasi systématiquement, on relève quand même qu'il n'y a pas de quoi réaliser une hygiène des mains par friction dans la chambre parce qu'elles ne sont pas équipées. Et donc, on repréconise systématiquement de rentrer le flacon de produit hydroalcoolique présent sur le chariot, le rentrer dans la chambre le temps de réaliser les soins et de rentrer également une boîte de gants de manière à pouvoir respecter les principes des précautions standards, port de gants adapté dans le cas des précautions standards et de pouvoir respecter le principe un soin, une paire de gants lorsque c'est justifié. Et ça, c'est quasi systématiquement qu'on est obligé de refaire un focus là-dessus. On reparle de la protection oculaire doit être portée donc dans le cadre d'un soin long d'un patient asymptomatique non porteur de masque. À partir du moment où le patient est Covid, effectivement, les yeux sont une des portes d'entrée. Symptomatique ou non? Et asymptomatique, du coup? Oui, aussi. Si il est considéré comme Covid dans les 7 premiers jours de la réalisation de la PCR, on ne va pas faire de distinguo entre ceux qui toussent, celui qui toussote, celui qui parle. Donc, il faut rester au clair sur les équipements nécessaires, pas en faire moins, pas en faire plus, mais être très au clair sur les dispositifs qui sont utiles. Ça y est, les questions arrivent par mail et donc vous êtes nombreux. Je vais essayer de les prendre toutes une par une. Sous la tenue, on va rester sur... Quand on débarrasse un plateau, est-ce qu'on a dit pas de gants et port de tablier? C'est bien ça? C'est ça. Tablier, c'est toujours bien pour protéger sa tenue. Surtout que ça fait partie des recommandations. Et pas de gants. En sécurité alimentaire, il vaut mieux débarrasser le plateau, on ramène le plateau, on dérush tout ce qu'il y a à mettre sur le plateau de débarrassage, on fait l'hygiène des mains et on enchaîne. On est OK avec ça? Même à Limoges, même à Poitiers? Autre question, les secteurs tels que les EHPAD, la psychiatrie sont maintenant sollicités, de plus en plus sollicitants auprès des EOH et du CEPIAS. Alors, attendez, parce qu'il faut que je l'agrandisse, désolée, mais c'est une question qui est un peu longue. Le rôle d'hygiéniste sera probablement plus important dans ces secteurs à l'avenir, même après la Covid, donc épidémie, de grippe, de gastro-entérite, etc., avec un intérêt éprouvé. La politique de développement des EOH, des CEPIAS va être mise en place auprès de nos tutelles ou pas, ministère, fonction publique hospitalière, etc., etc. Ah ben, c'est ce qu'on essaye de porter comme message, hein, clairement. Hein. On se rend bien compte de la faiblesse du dimensionnement des équipes opérationnelles d'hygiène par rapport aux demandes qu'il peut y avoir. Il y a certes un projet avec mise à disposition d'équipes mobiles d'hygiène, mais qui initialement dans le projet était limité à une quinzaine, une vingtaine de structures. On voit qu'avec cette épidémie, ces structures d'appui ont été sursollicitées. Nous, c'est pareil, et on n'a pas une capacité humaine à pouvoir répondre à ces sollicitations et notamment être présent sur le terrain. Et c'est frustrant pour nous aussi, parce qu'on apprend beaucoup de choses du terrain. Ça va passer par le renfort des OH. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Je pense qu'il y a déjà un travail à faire pour les établissements qui sont sous-dotés au niveau des OH. Je pense qu'on a passé ce message-là auprès de l'ARS. Je pense que ça serait bien que les établissements, qu'ils soient publics ou privés, soient déjà en accord avec cette vieille circulaire de 2000 sur les équipes opérationnelles d'hygiène, notion qui a été reprise dans le programme national de prévention des infections associées aux soins. On a des centres hospitaliers qui sont très loin de ces ratios. Et comme on veut s'appuyer sur ces structures-là, notamment pour avoir un appui auprès des structures médico-sociales, il faut déjà être au clair sur l'appui proposé en interne dans les établissements. On a des établissements qui ne remplissent pas ces critères-là. Et au-delà de ça, il y a besoin d'un renfort parce qu'effectivement, il faut de la proximité. Et je pense que l'échelon des centres hospitaliers, l'échelon peut-être des GHT, est un échelon qui pourrait permettre, avec des équipes renforcées, de pouvoir agir plus efficacement auprès du secteur médico-social. Le CEPIAS, bon, c'est autre chose. On pourrait être 10 de plus, on ne répondra pas aux exigences du maillage territorial non plus. Donc, il y a un aspect expertise, accompagnement, et puis du terrain avec des équipes qui doivent être un petit peu mieux constituées. Mais bon, ça renvoie à des financements. Ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la culture des établissements et l'image qu'ils ont de la prévention du risque infectieux à l'échelon de leur structure, ce qu'ils veulent en faire et la politique qu'ils mènent. Et la politique régionale de notre agence régionale de santé.
Donc, on est parfaitement d'accord là-dessus. On voit bien qu'on est sous-dimensionné. Mais ça ne décharge pas non plus quand même les structures de travailler sur ces sujets-là. Parce que je pense qu'il y a aussi une problématique au niveau du secteur médico-social notamment. On ne fait pas de la prévention du risque infectieux une priorité dans les structures. Dans beaucoup d'EHPAD. Une question à laquelle pourra répondre peut-être Véronique, voire même Laurence. En gériatrie, la boîte de gants dans la chambre est impossible à mettre parce que les résidents y touchent et donc ils sont considérés comme sales. Comment gérez-vous les gants en gériatrie? Alors, quand je disais rentrer la boîte de gants, c'est le temps de réaliser les soins. Une fois qu'on a terminé, on sort la boîte de gants, le flacon de produit hydroalcoolique, on fait un essuyage humide de l'extérieur du flacon et de la boîte, bien sûr sans détremper le carton, et on continue, et tout va bien. Les gants que s'ils sont nécessaires, on est d'accord. Là, on rentre la boîte pour pouvoir avoir la possibilité de porter des gants lorsqu'ils sont nécessaires. Si on rentre une seule paire de gants et qu'on a une toilette à faire, eh bien, on va probablement tout faire déjà avec la même paire de gants. Si on est un peu plus conscient, ou à l'aise avec les précautions standards, on va les porter pour la toilette intime. Mais il y a au moins besoin de 2 paires de gants, surtout s'il y a un soin de bouche à faire, etc. Il y a besoin de plusieurs paires, très probablement, pour réaliser une prise en charge complète. Donc, on a besoin de la boîte de gants dans la chambre. Et quand je ne porte pas de gants, je désinfecte mes mains. On va revenir sur une question linge. Peut-on laver le linge des patients Covid positifs uniquement à 40 degrés? Il nous semblait que les recommandations étaient un lavage 60. Si nous pouvons faire un lavage à 40, y a-t-il des mesures complémentaires à appliquer? On peut compenser une température plus faible par un cycle plus long. Il y a les agents lessiviels aussi qui sont efficaces. Il y a ce qu'on appelle en termes de nettoyage le cercle de Sinner, où on fait agir la température, l'action mécanique, la durée et la capacité détergente ou désinfectante du produit. Donc, s'il y a un des paramètres qui est défaillant, il faut augmenter les 3 autres paramètres pour pouvoir avoir une efficacité équivalente. Il faut quand même rappeler qu'on est face à un virus qui est un virus enveloppé, qui n'est pas spécialement résistant dans l'environnement. Et donc, tout ce qui est javélisation 60 degrés, il faut remettre ça en perspective avec ce type de virus, qui reste fondamentalement moins à risque de diffusion environnementale qu'un virus de gastroentérite. Donc, du 40 degrés, notamment pour le linge corporel, puisque celui-là, il ne passe pas à 60 forcément, mais un cycle peut-être plus long. Surtout que la notion 60 degrés 30 minutes, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à me représenter comment un lave-linge pouvait monter, chauffer l'eau jusqu'à 60 degrés en un laps de temps très court finalement, pour avoir un temps de contact et un cycle. Donc non, quand on fait des programmes à 60 degrés domestiques, ça prend plus de 30 minutes. Hein. Je crois que globalement, on surestime un peu la transmission via le linge. Voilà. Il faut mieux se concentrer sur les locaux, les zones de préhension, les mains courantes, les poignées de porte, que focaliser sur la gestion du linge. Le tout étant de faire une gestion. Le renforcement du bio-nettoyage, par exemple, après l'intervention du kiné qui viendrait faire la kiné respiratoire et qui va faire tousser, cracher le malade dans la chambre, c'est pas choquant de se dire qu'on refait un nettoyage désinfectant des surfaces de l'environnement proche, même s'il est 14 heures. Ça va répondre à une partie de la prochaine question. Comment gérez-vous les déambulants Covid en gériatrie? Je dirais donc, certes, avec une hygiène des locaux peut-être plus intensifiée de tout ce qui est fréquemment touché, manipulé. Et puis, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est l'hygiène des mains des patients et des résidents. Donc, n'hésitons pas là aussi à les convier. On les éduque bien maintenant, on leur a fait dans les chambres doubles et autres, accepter le masque comme dans la vie de tous les jours. Hein. Mais il faut aussi peut-être aussi insister un petit peu plus sur vous êtes lavé les mains avant de leur servir le plateau, pour les inviter à le faire.
Je ne sais pas si mes Oui, collègues ont ou pu une faire petite friction, même si elle n'est pas aussi bien réalisée que quand vous la faites vous. Mais c'est toujours mieux que rien. Et un simple lavage de mains une fois par jour au moment de la toilette. J'étais assez sceptique, pour vous dire, sur ces aspects adhésion des résidents aux mesures barrières, et ce sont les médecins coordonnateurs, les infirmières coordinatrices qui m'ont convaincu que finalement il y avait une frange non négligeable des résidents dans les EHPAD qui étaient aptes à porter un équipement de protection individuelle comme le masque, à réaliser l'hygiène des mains. Même si c'est que 20 résidents sur 80 d'une institution, Voilà. c'est à gagner pour limiter la transmission aussi. Donc il ne faut pas partir défaitiste sur Non. l'application de ces mesures par les résidents, notamment l'hygiène des mains, effectivement, qui peut être plus simple à mettre en œuvre pour des résidents. Et sur le même principe, on peut aller plus loin parce qu'on nous dit souvent, notamment dans les secteurs de gériatrie, que les chambres ne sont pas équipées de distributeurs de produits alcooliques parce que justement, on peut avoir des personnes qui ont des troubles cognitifs. Mais en partant de ce principe-là, on n'équipe aucune chambre. Alors que tous, enfin, un certain nombre de chambres pourraient être équipées sans faire prendre de risques aux résidents et ça permettrait voilà, que chaque professionnel puisse avoir accès, les familles quand elles vont à nouveau refaire des visites dans les chambres, en EHPAD lorsque les médecins traitants viennent visiter leurs patients, etc. Donc, pour un ou deux résidents, une ou deux personnes pour lesquelles il ne serait pas possible de laisser le produit dans la chambre, dans la majorité des cas, ça sera possible, au bénéfice de tous. Une question qui va nous permettre presque de conclure, je dirais, même s'il y en a d'autres qui arrivent. Non, c'est bon, il n'y en a plus qui arrivent par mail. Les HAD à statut privé ont tendance à être malheureusement oubliés. Je pense notamment au renforcement des correspondants en hygiène ou tout simplement leur permettre d'agir et d'accéder aux formations. C'est pas le statut privé ou public qui doit être un frein à la formation des professionnels. Je ne sais pas dans quelle mesure les HAD privés auraient un moindre accès à la formation. On les accueille volontiers aux formations qui sont proposées avec le CFPPS. Donc, on a une offre de formation oui. Sur le forum du REPIAS. Je vais vous mettre prochainement donc, un récapitulatif des DU qui seront disponibles pour l'année 2021 parce que beaucoup de DU ont été, on va dire, fermés sur le territoire. Mais pour les formations correspondant en hygiène, vous avez une offre donc, sur le CFPPS. Vous avez tout en lien sur le site du CPS Nouvelle-Aquitaine avec des places disponibles sur le premier semestre 2021. Donc, il suffit de faire 3 modules pour être correspondant en hygiène, donc adapté à votre fonction. Et cette même offre va être développée sur Limoges. Je ne sais pas si mes collègues veulent en parler. Elles ont le micro coupé, mais elles peuvent en parler. Donc, cette offre identique va être mise en place sur Limoges. Donc, on va avoir une actualisation de notre site dans ce sens-là. Allez-y, les filles. Oui, donc en effet, on est en train de développer cette formation à Limoges et on ne va pas forcément donner les détails ici, mais on est en train de commencer à communiquer justement sur l'offre de formation, les dates qui seront disponibles. Premier trimestre 2021. Là. Voilà. Donc, on vous mettra tous notre site. Vous aurez à la fois l'offre via le CFEPS à Bordeaux et l'offre via Limoges. Donc, n'hésitez pas à contacter directement les personnes en charge des inscriptions pour avoir à la fois un devis et une inscription confirmée. Nous serons heureux de vous compter parmi nos correspondants et nos futurs communicants. J'ai vu qu'il y avait une question sur les blocs auxquels on n'a pas répondu, sur le temps de pause à l'issue d'une intervention concernant un patient Covid. Vous le savez, on a des traitements d'air spécifiques au bloc opératoire avec un renouvellement de l'air qui correspond à la cinétique dite de décontamination d'une salle, qui correspond au renouvellement de 90% de l'air de la pièce, généralement en moins de 10 minutes pour les salles d'intervention conventionnelles. Donc le temps de repos n'est pas différent finalement de celui qui est mis en œuvre usuellement pour toute intervention.
Voilà, la seule différence, c'est qu'on va proposer un appareil de protection respiratoire de type FFP2 aux anesthésistes qui vont être amenés à extuber le patient en salle, puisque ça fait partie de la prise en charge spécifique dans ce contexte-là. Mais au-delà de ça, en termes de repos, on rappelle que ce n'est pas une transmission air, mais une transmission gouttelette, même s'il peut y avoir des aérosols générés. Le risque de transmission n'est pas celui-ci, et on est dans les meilleures dispositions possibles pour avoir un renouvellement d'air qui permette d'avoir une atmosphère tout à fait respirable, j'ai envie de dire. Et on fait l'entretien de la salle porte fermée, mais comme d'habitude. Comme d'habitude, effectivement. On clôt là la session, cette session webinaire. On espère vraiment vous voir de visu bientôt en amphi. Voilà. On espère avoir répondu à un maximum de vos questions cet après-midi. N'hésitez pas à nous solliciter, bien sûr, par mail. Vous avez nos coordonnées mail qui sont accessibles là aussi sur le site du CEPIAS. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer, mais on a fait un document très récemment sur les tests virologiques, donc je vous invite à le regarder, ça fait partie des questions fréquentes du moment. Et puis je vous ai remis aussi le lien vers le site préventioninfection.fr, où vous avez une page coronavirus aussi qui est très alimentée. Voilà. Donc je remercie tout le monde, tous mes collègues qui ont participé à l'animation de cette session, et puis à vous sur le terrain. J'espère que ça va, l'activité va revenir un petit peu plus à la normale dans les mois qui viennent. Voilà. Très bonne fête de fin d'année. Merci pour vos messages. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.